Merci d'abord de m'avoir invité et ça tombe évidemment bien. Je pense que tu as fait le nécessaire à Minsk pour que ça puisse être un sujet captivant. Oui, alors nous avions prévu avant l'été cette intervention. Alors l'idée c'était évidemment de parler de la Biélorussie post-soviétique. J'avais prévu évidemment de faire un petit aperçu sur l'histoire générale du pays et comment on en était arrivé, comment ce pays en 91 officiellement, si je peux dire, devient pour la première fois indépendant. Mais même si c'est un peu plus complexe que ça, et puis de parler de la société telle qu'elle s'est structurée depuis, ou restructurée depuis 1994. Bon. Évidemment, les récents événements font que je serai bien obligé, évidemment, d'aborder aussi cette question. Donc un troisième volet que je vais aborder de façon un peu succincte, en donnant, disons, quelques éléments qui complètent ou modifient tout ce que le discours ambiant et les médias nous véhiculent, puisque, grosso modo, nous avons une vision complètement biaisée des choses si nous n'avons pas d'informations qui viennent du terrain. Fort heureusement, j'ai quelques contacts là-bas qui m'ont, au niveau de sociologues, d'analystes, etc., qui m'ont permis d'avoir une vision un peu plus approfondie des événements, c'est-à-dire pas seulement les événements, mais qui est derrière, quels sont les groupes sociaux, comment la société se structure, enfin des choses un peu plus sérieuses que le simple émotionnel et événementiel auquel les médias cherchent à nous accoutumer. Bon. Alors avant d'arriver là, je reviens évidemment un peu en arrière. Donc très rapidement, je vais vous faire un bref historique du pays avant 91 pour que vous compreniez quand même en quoi la Biélorussie est un vrai pays qui n'est pas né comme ça en 91 parce qu'il a un nom Russie et que Biélorussie fait penser à Russie et qu'on pense que c'est tout simplement une Russie dont on ne sait pas trop pourquoi elle existe. Non, ce pays a une existence plus ancienne, même si le terme est évidemment peut prêter à confusion. Alors pourquoi je dis qu'il a une existence plus ancienne ? Bon, alors pour aller très vite, évidemment, il entre dans l'histoire au Moyen-Âge dans ce qu'on va appeler la Ruthénie ou la Russie de Kiev. Et donc, effectivement, il entre dans l'histoire, ce territoire entre dans l'histoire, ce sont des Slaves qui partagent les premiers moments de l'histoire avec ceux qui aujourd'hui sont appelés les Russes et les Ukrainiens. Les choses changent assez vite puisque cette Ruthénie se disloque au milieu du Moyen-Âge et ce qui caractérise la Biélorussie, c'est qu'elle n'a pas été, à la différence de l'Ukraine et surtout de la Russie, conquise par les Tatars. Donc tout ce volet tatar et tout cet héritage tatar que la Russie possède et que l'Ukraine possède, un héritage évidemment différemment apprécié par les uns ou par les autres, mais là je parle du système politique tatar qui a quand même marqué fortement la tradition politique russe en particulier. La Biélorussie n'y adhère pas puisqu'elle fait partie de ce qu'on va appeler le Grand-Duché de Lituanie, qui est un État multinational, un État très paradoxal puisque le nom Lituanie peut prêter à confusion dans la mesure où évidemment le nom Lituanie est associé à l'État actuel de Lituanie, mais la Lituanie de l'époque c'est un territoire 10 fois plus grand que la Lituanie d'aujourd'hui, c'est-à-dire toute la Biélorussie, une partie de la Russie et l'Ukraine, un territoire où les Ruthènes ou les Russiens sont majoritaires et où la langue de l'État est justement cette langue. Donc le côté paradoxal de la Lituanie, c'est que ce sera un État qui se convertira au catholicisme, mais dont la majorité de la population est orthodoxe et où la langue officielle est en alphabet cyrillique. Donc on voit déjà le côté un peu complexe d'un pays multinational qui a un volet, je dirais, slavo-byzantin et un volet romano-catholique, si on peut dire. Puis en 1569, ce territoire s'associe à la Pologne dans ce qu'on va appeler la République des deux nations, qui va donc exister jusqu'en 1795, lorsque les partages de cette République des deux nations font que pour la première fois, la Biélorussie entre dans l'Empire russe. Mais on peut dire que tout au long du 19e siècle, l'appartenance à la Russie est assez fictive, je m'explique, parce que la noblesse locale est polonaise, ou tout au moins polonisée, et donc le paysan biélorussien n'a pas de contact finalement avec la langue et la culture russe,
jusqu'à la fin du 19e siècle. Donc c'est très tard et c'est très important ce que je dis pour qu'on comprenne que il existe en Biélorussie une très forte culture russophone, et on va en parler, mais elle ne s'identifie absolument pas à la Russie des tsars. Ça, c'est très très important. Vous vous en rendez tout de suite compte quand vous vous promenez en Russie ou en Biélorussie. Si je dis à un Russe, quelles que soient ses opinions politiques, de l'extrême droite à l'extrême gauche, Pierre le Grand, il va vous dire « Ah, ça c'est un grand tsar ». Et si vous dites à Minsk Pierre le Grand, il va dire bon, ça c'est un exploiteur du peuple qui a tué des masses de paysans pour construire Saint-Pétersbourg. Ça choquera le Russe, même le plus anti-tsariste des Russes, d'entendre que Pierre le Grand peut être traité d'assassin et de criminel. Mais pour un Biélorussien, c'est normal, hein, parce qu'il n'a pas connu l'époque de Pierre le Grand. Ça ne fait pas partie de son épopée, alors qu'un Russe, c'est comme Louis XIV en France, ça fait partie de, entre guillemets, notre histoire. Hein. Donc ça, c'est un point important, et c'est d'autant plus important que la Biélorussie, à la fin du 19e siècle, c'est encore un territoire extrêmement retardataire, c'est-à-dire en fait c'est une terre pauvre, très boisée, avec beaucoup de marécages, une population paysanne très pauvre, donc un pays très peu industrialisé, et donc qui s'éveille, si je peux dire, à la vie politique et sociale beaucoup plus tardivement que ses voisins. Et ça, c'est très important parce que si au XIXe siècle, les futurs Ukrainiens, les futurs Baltes ont déjà été en quelque sorte touchés par l'idée nationale telle qu'elle s'est développée en Allemagne à la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire une nation ethnique, eh bien, les Biélorussiens n'y sont pas vraiment accoutumés. Et leur entrée dans la vie politique moderne, c'est la révolution de 1905. C'est totalement différent et ça explique pourquoi. Parce que c'est le premier mouvement de masse de l'histoire de Biélorussie, c'est la révolution de 1905, qui, comme vous le savez, est une révolution de tout l'Empire russe, dans lequel, évidemment, entrent en compétition différents partis politiques, mais évidemment à dominante socialiste. Hein. Donc les bolcheviks, les mencheviks, enfin les futurs bolcheviks et mencheviks, les socialistes révolutionnaires, etc. Tous ces mouvements sont des mouvements qui en fait coïncide avec l'entrée de la masse des paysans biélorussiens dans la vie politique. Ce qui évidemment explique tout à fait pourquoi en Biélorussie le sentiment d'identité est un sentiment beaucoup plus territorial et non ethnique, à la différence des pays voisins qui ont été touchés par le nationalisme ethnique, que ce soit les Ukrainiens, les Polonais, les Lituaniens ou même les Russes. Alors que les Biélorussiens, pour eux, on entre dans la vie politique avec l'internationalisme, c'est-à-dire le territoire, oui, mais le territoire avec tous ses habitants. Hein. Je ne dis pas que tous les Biélorussiens ont cette vision des choses, mais je dirais que ça fait partie du consensus fondamental qui est que quand on est né sur le territoire biélorussien, on est biélorussien, qu'on soit d'origine biélorussienne, russe, polonaise, juive, tatar ou autre. C'est ce qu'ils appellent ziemniaki, c'est les gens de ma terre. Donc évidemment, vous comprendrez que ces idées, que cette vision des choses, qui est assez proche d'ailleurs de la vision française de la nationalité, elle donne évidemment à la Biélorussie son aspect tout à fait spécifique par rapport à tous ces nationalismes qui vont se développer, comme je disais, largement sous l'influence de l'école allemande et du folk, de l'idée ethnique. Donc ça, c'est un point important. Donc 1905, c'est véritablement l'entrée de la masse de la population dans la première expérience politique. Alors, la révolution de 1905 est un échec, comme on le sait, mais elle a marqué les choses. Et, si je peux dire rebelote, en 1917, la Biélorussie, tout au moins la partie de la Biélorussie qui n'est pas occupée par les Allemands au début de 1917, participe donc aux deux révolutions russes. Et là encore, je veux souligner quelque chose qui est important. On ne va pas aborder évidemment toute la question de cette fameuse élection de la constituante russe après la révolution d'octobre, mais je la mentionne pour la Biélorussie parce qu'elle est importante. Si les bolcheviks ont obtenu grosso modo en Russie, lors des élections de la constituante, 25% des voix, en Biélorussie, les bolcheviks ont obtenu 65% des voix. Donc ça mérite évidemment d'être
d'être souligné. Alors ça n'est pas un hasard, c'est l'impact de la révolution de 1905, c'est aussi le fait que le pays est sur la ligne de front. Donc il y a une masse de soldats, et les soldats sont le vecteur de l'idéologie bolchevique, et ils se trouvent sur le territoire de la Biélorussie au moment de la révolution. Donc cet aspect est absolument fondamental. Le bolchevique, dans sa première mouture, si je peux dire, est très puissant, et c'est ce qui explique pourquoi le nationalisme en Biélorussie est relativement faible, puisqu'il a fallu attendre l'occupation allemande, donc en mars 1918, pour que, à l'abri des Allemands, naisse une soi-disant, ou pas soi-disant, ça c'est une question d'opinion politique, République populaire de Biélorussie, avec le fameux drapeau que vous voyez tout le temps maintenant, qui est le drapeau blanc avec une bande rouge. Ça, c'est le drapeau de la première occupation allemande. Alors, pas nazi, quelquefois on exagère un petit peu, mais néanmoins, occupation allemande wilhelminienne, qui donne naissance à cette République populaire de Biélorussie, qui n'existe que tant que l'Allemagne occupe le pays. Et quand l'Allemagne s'écroule en novembre 1918, automatiquement, c'est les bolcheviks qui reprennent le contrôle du territoire. Puis ensuite, il y aura une guerre polono-soviétique pour se partager la Biélorussie, qui sera donc partagée de 1921 à 1939. Et puis en 1939, comme vous le savez, l'Union soviétique récupère la totalité de la Biélorussie, réunifie le territoire de la Biélorussie et donne à la Biélorussie les frontières qu'on lui connaît aujourd'hui. Donc voilà l'histoire, disons, plus ancienne. Un point essentiel, alors la période soviétique, je vais aller très vite, mais quand même il y a plusieurs périodes qui doivent être analysées. Il y a la période des années 20, c'est la période de ce qu'on appelle korenizacja, ce qui veut dire grosso modo en français l'enracinement, c'est-à-dire c'est la période au cours de laquelle on essaie de créer des républiques soviétiques les plus légitimes possibles, et la politique, et Moscou pousse au développement des langues nationales, et ça se voit très bien, c'est-à-dire qu'en 1921, 80% des livres édités en Biélorussie le sont en russe et 20% en biélorussien. En 1929, c'est exactement le contraire, 80% des livres sont édités en biélorussien et 20% en russe. Donc c'est la première période qui est radicalement modifiée. Bon, les raisons de cette modification sont complexes et il faudrait évidemment les aborder, mais je vais très vite parce que c'est pas le sujet aujourd'hui. Bon, comme vous le savez, fin des années 20, début des années 30, l'URSS s'engage dans une politique d'industrialisation systématique, et à ce moment-là, Moscou décide que pour industrialiser, il faut centraliser. Pour centraliser, il faut avoir une langue unique, c'est-à-dire on favorise le russe et on défavorise les langues nationales, locales. Pour industrialiser, il faut aussi, bien sûr, investir. Comme on n'a pas beaucoup de moyens d'investir, c'est la collectivisation qui permet d'avoir des surplus, qui permettent d'exporter les denrées agricoles pour importer les machines nécessaires à l'industrialisation. Je résume évidemment, mais c'est toujours très important de se rappeler du discours de Staline de 1931. On peut penser ce qu'on veut de Staline, mais enfin, il faut quand même se rappeler de ce discours en 1931 lorsqu'il déclare « Nous avons 10 ans pour industrialiser l'URSS. Si dans 10 ans, nous ne sommes pas une puissance industrielle, ils nous écraseront. » 1931, si vous vous rappelez, qu'est-ce qui se passe 10 ans plus tard, vous comprendrez que on peut penser ce qu'on veut de Staline, mais sur ce plan-là, il ne s'est pas totalement trompé. À 10 ans près, il a totalement prévu, et il a pris les moyens, ou il a estimé prendre les moyens nécessaires pour industrialiser le pays, c'est-à-dire aussi, évidemment, pour le discipliner, et aussi, évidemment, pour réprimer tout ce qui, de près ou de loin, pouvait apparaître comme des tendances centrifuges. Et nous arrivons dans cette situation-là. Donc je vous ai dit 39, la Biélorussie est réunifiée de 39 à 41 dans le cadre de l'URSS. Et puis en juin 41, comme vous le savez, le pays est envahi par l'Allemagne nazie. Et là, on entre dans une période très importante parce qu'elle est fondamentale pour la légitimité de l'actuel gouvernement biélorussien. C'est la période qui va de 41 à 44, qui est la période de l'occupation allemande, bien sûr, de l'occupation nazie, mais qui donne à la Biélorussie quelque chose qui est absolument fondamental. Alors, cette occupation, bien sûr, vous avez entendu parler des exterminations, des
génocide, de la Shoah, etc. Tout cela est évidemment un élément fondamental, mais auquel il faut rajouter un autre élément fondamental, c'est qu'en Biélorussie, le territoire devient ce qu'on appellera la République des partisans. Alors, la République des partisans, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, si vous regardez la carte, vous comprenez évidemment que la Biélorussie est sur la voie d'accès direct à Moscou, donc c'est évidemment un territoire tout à fait stratégique du point de vue soviétique. C'est aussi un pays de forêt et de marécages, donc c'est un pays tout à fait favorable, je dirais, à la guérilla. C'est un pays qui, comme le reste de l'Europe, est évidemment systématiquement pillé par l'occupant, ce qui provoque une résistance très forte de la population et le développement donc des réseaux de partisans ça mérite d'être dit, hein, en fin 43, début 44, donc avant l'arrivée des troupes soviétiques, un quart du territoire biélorussien est libéré de l'occupant allemand. Donc à l'arrière du front allemand, vous avez à peu près un quart du territoire qui échappe à l'occupant. Grosso modo, alors les chiffres varient, mais les répressions nazies ont été terribles. On estime à peu près un quart de la population qui disparaît pendant la guerre. Hein. Imaginez ce que ça veut dire. En France, ça serait 10 millions de personnes qui seraient mortes si on avait les mêmes proportions. Hein. Donc vous pouvez comprendre évidemment que la Seconde Guerre mondiale est un élément fondamental de la conscience populaire, indépendamment même des opinions politiques. Donc c'est très important. Et puis après la guerre, vous avez cette compétition, parce qu'on peut parler d'une compétition, parce que les partisans ont acquis une légitimité incontestable. Et donc vous avez une concurrence en permanence entre les communistes, disons, qui sortent de la résistance locale, les partisans, et ceux qui se sont enfuis, ou qui ont fui avec l'armée soviétique à l'intérieur du territoire, et qu'en Biélorussie, on a un peu tendance à considérer comme des planqués. Hein. Ils sont partis là-bas à Tachkent, ils se la sont coulés douces là-bas, pendant que nous, on combattait, on était sur place, et on était massacrés, on était pendus, on était etc. Donc il y a une rivalité très forte entre communistes, je dirais, entre guillemets, de l'intérieur et de l'extérieur, qui caractérise l'histoire de la République soviétique de Biélorussie dans les années 50-60. Hein, c'est très violent parfois, puisque par exemple le premier secrétaire du Parti communiste de Biélorussie, un homme qui est relativement populaire en Biélorussie, Macherov, va mourir dans un accident de voiture, et je dirais... La rumeur populaire dit que cet accident a peut-être été aidé par le KGB de Moscou contre les communistes locaux. Bon. Je ne dis pas que c'est vrai, je le dis parce que c'est quelque chose que vous entendez. Hein, donc si vous voulez regarder la réalité des faits, évidemment, une population, elle réagit comme elle réagit, rationnellement ou pas rationnellement, peu importe. À partir du moment où quelqu'un commence à se poser des questions, c'est un fait social. Voilà. Donc cette rivalité est incontestable entre communistes de l'intérieur et communistes arrivés de Moscou. Et donc c'est un élément qui donne à cette République soviétique une légitimité. C'est très important parce que c'est une légitimité qui est soviétique, mais qui en même temps est une légitimité nationale. C'est pas une légitimité nationaliste anti-soviétique comme ça peut l'être dans les pays voisins, c'est une légitimité nationale dans le cadre de l'Union soviétique, mais avec le fait que la Biélorussie s'est battue parmi les républiques les plus héroïques du pays et en a payé le prix. Et donc après la guerre, on assiste, alors là c'est l'âge d'or, disons, de l'histoire économique de la Biélorussie, qui est une politique d'investissement systématique, d'industrialisation systématique, qui fait que si en 1913, la Biélorussie représentait 2% du PNB russe, de l'Empire russe, en 1990, la Biélorussie représente 4% du PNB de l'URSS. Donc on voit que les proportions, en proportion, la Biélorussie a doublé sa participation à l'économie de l'ensemble. Et la Biélorussie, et jusqu'à aujourd'hui, c'est le pays de grandes industries, d'industries de pointe. C'est déjà, à la veille de l'effondrement de l'Union soviétique, c'est un des centres de l'industrie informatique
de l'URSS. C'est un des centres de l'industrie d'outils de précision pour le cosmos, pour l'aviation, pour l'armée. C'est un lieu véritablement où se concentre l'élite technique et scientifique de l'URSS, si bien que, paradoxalement, ça peut vous sembler paradoxal, à la fin de l'URSS, on monte en Biélorussie pour faire carrière. C'est-à-dire que les salaires sont meilleurs à Minsk que dans le reste de l'URSS. Alors, je ne parle pas de la Sibérie, où là, les salaires sont très bons pour les raisons, évidemment, de développement de la Sibérie. Mais si on parle de l'URSS, disons, la vieille URSS, les salaires sont meilleurs en Biélorussie qu'en Russie, parce que c'est une industrie, c'est des industries de pointe, c'est de la haute technologie. Et donc, vous avez des Russes qui montent à Minsk, ce qui paradoxalement, on pourrait penser qu'on monte à Moscou. Maintenant, on peut monter à Minsk pour faire carrière parce que c'est un pays intéressant. Et jusqu'à aujourd'hui, vous rencontrerez des gens à Minsk qui vont vous dire moi, je suis arrivé, ou mes parents sont arrivés dans les années 60, 70, parce que les salaires étaient bien, parce que c'était une république bien gérée, parce qu'il y avait du développement, parce que la Biélorussie, ceci, cela. Enfin, c'était une république qui était très fière d'elle-même parce que dans le cadre soviétique, elle avait très bien réussi. Et ça, c'est un point évidemment essentiel, puisque si on a d'un côté le fait qu'elle n'était pas touchée historiquement, pour les raisons que je vous ai dit, par le nationalisme ethnique d'un côté, par rapport à la Lituanie ou à l'Ukraine par exemple, ou à la Géorgie ou à d'autres territoires, y compris d'ailleurs la Russie, qui peut aussi être touchée par des formes de nationalisme ethnique. Donc elle n'était pas touchée par cela, et en même temps elle était très fière d'avoir atteint, dans le cadre de l'URSS, quelque chose d'inespéré par rapport à sa propre histoire, mais d'inespéré si elle comparait sa situation avec la moyenne soviétique. Donc bien sûr, vous pouvez comprendre que dans cette situation, la perestroïka n'a pas vraiment été accueillie de façon absolument, extraordinaire en Biélorussie. On n'en avait pas vraiment besoin. Malgré la catastrophe de Tchernobyl qui touche le pays, malgré tout, on peut dire que, grosso modo, la Biélorussie n'a fait que suivre la perestroïka sans véritablement comprendre pourquoi elle devrait tout remettre en question, puisque, grosso modo, le système fonctionnait pas trop mal, vu de Minsk. Alors bien sûr, il va y avoir le Front populaire comme dans d'autres républiques, mais ce Front populaire, il ne touche en fait qu'une partie de la population. Il devient très vite nationaliste, anti-russe, ce qui ne marche pas bien, et qui fait que jamais il ne dépassera 10 à 15% d'opinion favorable. Cela étant, bien sûr, comme vous le savez, en 91, l'URSS disparaît. Même si les Biélorussiens, comme d'ailleurs la plupart des Soviétiques, avaient voté en mars 91 pour le maintien de l'Union soviétique à 75%, 76% selon les républiques, eh bien malgré tout, vous savez, c'est comme le référendum européen, quand un peuple vote mal, on ne tient pas compte de son vote. Bon. D'une certaine façon, c'est ce qui s'est passé aussi en URSS, c'est-à-dire que quelques mois plus tard, l'URSS est dissoute la Biélorussie se retrouve indépendante. Parce que dans le cas de la Biélorussie, on peut vraiment dire qu'elle se retrouve indépendante. On peut évidemment penser que les Lituaniens étaient très contents d'être devenus indépendants. Ça n'était évidemment pas le cas en Biélorussie. Donc la Biélorussie se retrouve indépendante, et elle se retrouve indépendante dans une situation particulièrement précaire, parce qu'en 91, enfin à la fin de l'URSS, la Biélorussie est ce qu'on appelle l'atelier de montage de l'URSS. C'est-à-dire qu'en fait, il y a très peu de produits premiers qui sont produits sur le territoire biélorussien, à part les pommes de terre, le blé et la potasse. La Biélorussie n'a aucune richesse locale. Donc elle fait venir des entrants en Biélorussie, elle les transforme, elle produit des machines, elle les réexporte sur le marché soviétique ou sur le marché hors Biélorussie. Et donc, bien sûr, vous pouvez comprendre que la chute de l'URSS pour la Biélorussie est une catastrophe, puisque c'est la rupture des chaînes technologiques qui sont vitales pour beaucoup de pays, mais qui sont absolument vitales pour la Biélorussie. Et c'est évidemment ce qui explique pourquoi la Biélorussie indépendante de 91 hésite
Hein, j'étais en Biélorussie en 93, donc c'était avant l'arrivée de Loukachenko au pouvoir, et je sentais bien dans la population que on était entré dans une zone de turbulence qui n'enchantait personne. Enfin, les gens ne criaient pas victoire en disant on est libre, on a changé de régime, etc. Y compris dans les lycées. Je me rappelle que, bon, c'est peut-être un peu anecdotique, mais pour que vous compreniez un peu l'atmosphère de l'époque, ça peut quand même être utile de rappeler cette anecdote. Donc c'était en 93 à Grodno, j'avais été invité, le ministère de l'Éducation de Biélorussie avait demandé à la France, à l'Allemagne, à l'Ukraine et à la Russie d'envoyer des professeurs d'histoire pour discuter lors d'une grande conférence avec les enseignants d'histoire locaux, comment on pouvait réformer l'enseignement de l'histoire et trouver un espèce de nouveau discours national pour les enfants et les lycéens. Donc c'était très intéressant et c'était d'autant plus intéressant que mon collègue français et moi partagions, le hasard fait bien les choses, à peu près les mêmes opinions politiques, donc c'était pas tout à fait ce qui avait été prévu sans doute en haut lieu dans les ministères, mais peu importe. Ce qui nous a donné lieu à quelques conflit avec le représentant de l'Allemagne qui lui avait été chargé, était un Bavarois qui lui avait été chargé d'épurer les lycées de l'Allemagne de l'Est et qui était très fier d'avoir épuré ces lycées de l'Allemagne de l'Est de toutes les traces de ce qui pouvait rappeler de près ou de loin la RDA. Donc évidemment, vous imaginez que nos discussions étaient assez vives et que les Biélorussiens nous regardaient avec beaucoup d'admiration, nous, les Français, par rapport à l'Allemand qui leur rappelait un peu trop ce qu'ils avaient déjà connu, peut-être en forme plus soft, mais enfin néanmoins ce qu'ils avaient déjà expérimenté comme arrogance dans les années 40. Bon. Donc ça c'est le côté anecdote. Et donc à un moment on visite un lycée technique. Donc on voit les enfants, les lycéens du bac. Et bon, alors c'est très formel. Hein, la Biélorussie, c'est quand même, c'est l'Europe de l'Est. Donc vous rentrez dans les classes, les lycéens se lèvent, c'est très poli, c'est très policé. C'est un côté un peu plaisant, mais enfin si on aime. Mais bon. Et donc évidemment, devant la ministre, puisqu'il y avait quand même la ministre qui rentre avec nous, les interventions étaient assez policées. Donc à la fin, je trouve ça un peu gênant et je m'adresse aux lycéens et je leur dis, bon écoutez, l'URSS a disparu il y a 2 ans, 1 an et demi, vous vivez une période absolument de changements fondamentaux, qu'est-ce que vous pensez de votre avenir? Enfin, il y a quand même, vous vivez au milieu d'une situation tout à fait nouvelle, j'aimerais savoir comment vous voyez l'avenir de votre avenir et l'avenir de votre pays. Et donc, évidemment, silence total. Personne n'ose devant la ministre intervenir. Et puis finalement, fort heureusement, comme d'habitude dans la classe, au dernier rang, il y a des cancres, heureusement. Il y a un cancre qui se lève et qui commence à dire « mais nos dirigeants sont des imbéciles » devant la ministre, c'était déjà pas mal. Nos dirigeants sont des imbéciles. On avait un énorme marché de 280 millions d'habitants. On se retrouve avec une minuscule province de 10 millions d'habitants. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Ils nous prennent pour des imbéciles. Ils veulent qu'on développe un pays comme ça. Si vous déposez le doigt sur la carte, vous le voyez plus. Alors qu'on avait un immense marché. Puis qu'à côté, ils sont en train de faire l'Union européenne. Et que nous, on sera quoi devant cette Union européenne puisqu'on aura des petites principautés féodales comme au Moyen-Âge. Donc voilà le discours. Bon, j'ai cru comprendre que les lycéens des bancs plus conformistes opinaient de la tête, sans oser évidemment dire à la ministre ce qu'elle pense, mais enfin, on pouvait penser qu'il y avait un consensus que j'ai retrouvé d'ailleurs en parlant aux gens dans la rue, etc. etc. Donc Loukachenko, il n'est pas tombé comme ça de la planète Mars en 1994. Hein. Il faut le savoir. Alors évidemment, je n'avais pas prévu qu'il allait être élu, personne ne savait qui il était à ce moment-là, mais le fond de l'opinion était quand même déjà, je dirais, marqué. Et bon, qu'est-ce que c'est que Loukachenko qui arrive en 1994? Alors Loukachenko, pourquoi c'est un succès imprévu? C'est parce que, évidemment, nos politologues, et les politologues soviétiques ne sont guère mieux, à cette époque-là, analysent les choses au sommet. Alors évidemment, tout s'expliquait par post-communiste et, comment on
appelait ça à l'époque réformateurs. Réformateurs, il y avait les conservateurs, les réformateurs, enfin bon, peu importe, il y avait les pro-occidentaux et puis les archaïques communistes. Voilà. Bon. Donc évidemment, tout le monde était focalisé sur la lutte entre deux personnes, Kebich qui représentait la nomenclatura archaïque, le Premier ministre, et le président du Soviet suprême qui était un social-démocrate pro-occidental. Et puis voilà que c'est Loukachenko qui arrive et qui gagne les élections haut la main, puisqu'il aura, je me souviens plus, je pense 70% des voix au deuxième tour, et 45% déjà au premier tour. Et sa victoire a une double signification. C'est-à-dire que c'est une victoire contre les nationalistes qui avaient imposé le monolinguisme biélorussien, éliminé la langue russe, qui avaient voulu rompre les liens de coopération avec la Russie et les autres pays soviétiques de l'ex-URSS, etc., et qui avaient commencé la privatisation. Donc bien sûr, c'était un vote contre lui, mais c'était aussi un vote contre la nomenclatura, parce qu'en Biélorussie, j'avais remarqué que les gens détestaient ceux qui avaient trahi. Hein, c'est comme ça qu'on nous disait, mais mon Dieu, les communistes, mais comment on peut voter pour des communistes? C'est des traîtres, ils ont vendu notre pays en 91. Enfin, le terme communisme a été dévalorisé à cause de ça. La même personne pouvait ensuite vous faire une ode à la gloire des partisans soviétiques, de l'URSS, etc. Mais le terme communiste était dévalorisé par le fait que le Parti communiste avait voté l'indépendance en 91, et donc en fait ils étaient des traîtres par rapport à leur propre programme. Et donc Loukachenko, lui, a joué très bien là-dessus, c'est-à-dire que lui, il a joué, entre guillemets, appelons ça comme ça de façon rapide, la nostalgie de l'Union soviétique, en ayant en particulier commencé son activité par une lutte contre la corruption à la tête d'une commission d'enquête au Parlement sur la corruption, et donc tous les processus de privatisation, d'oligarchisation, etc. Et il promettait grosso modo de restaurer le bilinguisme, de restaurer les liens avec les anciennes républiques soviétiques et de maintenir les acquis sociaux de la période soviétique. Et il a réalisé ce programme. Il a réalisé ce programme à partir de 1994. Alors on peut évidemment le critiquer sur beaucoup de points, c'est pas la question d'en faire un éloge dithyrambique, mais grosso modo, il a réalisé son programme, c'est-à-dire qu'il a maintenu le secteur d'État. Hein. Aujourd'hui, les employés du secteur d'État, c'est 45% de la main-d'œuvre biélorussienne et 75% de la production. Ce qui, soit dit en passant, montre que le secteur d'État peut être tout à fait rentable, hein, puisque si vous avez 45% de la main-d'œuvre qui produit 75% de la production, c'est quand même que c'est un secteur relativement rentable. Bon. Donc une entreprise d'État peut être rentable en dépit du discours néolibéral qu'on nous a seriné depuis fort longtemps. Alors je ne dis pas que toutes les entreprises en Biélorussie sont rentables. Hein. Il y en a qui effectivement sont moyennement rentables, voire pas du tout. Mais vous avez quand même un secteur de pointe, et si on doit féliciter Loukachenko pour une chose, c'est la prise de conscience qu'il a continué à développer ce secteur de pointe. Quand on dit que la Biélorussie est dépendante de la Russie, c'est partiellement vrai, mais c'est uniquement partiellement vrai. C'est-à-dire qu'effectivement, la Russie soutient l'économie biélorussienne par exemple, en diminuant les tarifs de gaz, mais en même temps, la Biélorussie produit des machines-outils, produit des machines pour les mines, produit des tracteurs, produit des outils de précision dont la Russie a absolument besoin. Donc la Russie ne peut pas se passer de la production biélorussienne. Ça, il faut bien le comprendre. Donc Loukachenko n'est pas, en termes évidemment de négociation commerciale, n'est pas en position fortement de faiblesse et de demandeur face à Moscou. Il a des arguments, et en particulier des arguments auprès de secteurs de l'économie russe comme le Cosmos ou l'armée, qui ne sont pas totalement négligeables dans leurs influences au Kremlin. Hein. Donc il faut bien sûr avoir cela en tête. Alors, autre chose, là, ça se retourne un peu contre lui en ce moment, à côté de ce secteur d'État dont je viens de parler, disons, de pointe, oui, par exemple, sachez quand même que je vous disais tout à l'heure qu'ils produisent de l'engrais chimique. L'entreprise Soligorsk, c'est 10% de la production mondiale d'engrais azotés.
Bon, 10%, c'est pas rien. Et donc, on estime que cette entreprise, c'est à peu près, elle serait cotée sur le marché international si on la privatisait à 150 milliards de dollars. Et l'oligarque russe, d'ailleurs d'origine biélorussienne, Mazepin, qui est le propriétaire de Ural Chimie, donc une industrie russe, enfin, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent à Minsk qu'il a payé quand même beaucoup de hauts dirigeants, hauts fonctionnaires pour essayer de gêner Loukachenko et d'engager une espèce d'opération qui pousse Loukachenko dans les bras de Poutine pour que Poutine impose à la Biélorussie la privatisation de cette entreprise en faveur de Mazepin. Donc on voit bien que dans les événements actuels, vous avez un volet occidental, vous avez un volet oligarchique russe, vous avez Poutine, vous avez Loukachenko, vous avez beaucoup d'acteurs, et c'est un peu compliqué de savoir qui représente quoi, parfois. Donc, je prolonge un peu donc quand je vous disais qu'il a aussi favorisé la naissance de quelque chose qui se retourne contre lui. Alors, indépendamment du régime lui-même sur lequel on va pouvoir parler aussi, il a favorisé la naissance d'un secteur de haute technologie privé, en l'occurrence. Et ce secteur de haute technologie, ce sont des entrepreneurs privés qui se sont retournés contre lui et qui aujourd'hui alimentent l'opposition. C'est toute cette jeunesse, parce que dans les manifestants que vous voyez sur nos télévisions, vous avez quand même beaucoup de jeunes. Alors ce sont des jeunes de Minsk, très largement, dans une grande partie, liés à ce secteur. On les appelle hipsters, on les appelle yuppies, on les appelle, enfin comme vous voulez. Ce sont quand même des gens de la high-tech qui rêvent de start-up et de Silicon Valley. Bon. Parce qu'ils en ont les moyens techniques, je veux dire, ils ont la formation pour. Et pour eux, ils sont assez déconnectés, si je peux dire, des réalités d'une autre Biélorussie. Il y a en fait deux Biélorussies qui s'affrontent aujourd'hui. Il ne faut pas s'imaginer qu'il y a d'un côté le peuple, le bon peuple, et puis de l'autre côté le méchant dirigeant. Ça, c'est les légendes qu'on veut nous faire croire. Vous avez une opposition très forte à l'intérieur de la société. Évidemment, Loukachenko occupe dans ce contexte-là un certain créneau, ou tout au moins essaie de l'occuper. Donc vous avez cette fraction de la population, disons, assez high-tech, qui est concentrée très largement, pas uniquement, mais très largement à Minsk, dans la capitale. On estime aujourd'hui, là je vous parle des analyses de sociologues, je ne vous parle pas des analyses de journalistes qui ont parlé à 3 personnes dans la rue et qui, à partir de là, sont capables de vous dire qu'est-ce que le peuple profond pense à l'échelle du pays. Les analystes sérieux à Minsk donnent, à grosso modo, 40 à 45% de la population de la capitale contre le régime et 50 à 55% pour, à Minsk. Bien sûr, dans le reste du pays, on passe à 80% de gens pour le régime et 20% favorables à l'opposition. Donc ça, c'est un fait réel et ce qui se constate. C'est-à-dire qu'en dépit de tout ce qu'on nous a dit dans les médias, la grève, les manifestations, ce sont les secteurs high-tech. Aujourd'hui, l'opposition essaie d'élargir les manifestations aux étudiants, puisque l'année universitaire vient de commencer. Donc on essaie de faire en sorte que les grèves s'étendent aux étudiants, parce qu'elles n'ont pas marché dans les usines. On nous a montré quelques photos de grévistes, quelques meetings dans les usines, mais globalement, les usines n'ont pas suivi. La classe ouvrière traditionnelle, si je peux dire, n'a pas suivi les incitations à la grève. D'ailleurs, il faut dire que les slogans des opposants sont parfois très stupide, je m'excuse de l'expression, mais quand je vois des messages qui sont envoyés aux ouvriers qui leur disent vous avez peur de perdre votre travail si jamais il y a une privatisation, mais la liberté individuelle est beaucoup plus importante que les considérations matérialistes sur vos salaires et la préservation de votre emploi. J'imagine que quand même un ouvrier moyen, quand il reçoit un tel SMS, ça ne le pousse pas trop facilement à faire grève. En général, quand même, l'emploi, c'est important. Donc, c'est peut-être ce qui explique pourquoi, finalement, ces grèves ont capoté, l'opposition n'ayant pas forcément très bien compris comment faire avec les ouvriers de ces établissements
qui ne sont pas high-tech et qui ne sont pas des établissements privés. Voilà, donc on a un pays aujourd'hui incontestablement divisé. Alors on a les manifestations d'opposition, mais on ne vous parle pas des manifestations pro-gouvernementales, qui sont beaucoup plus massives, en ce sens. Alors elles ne sont pas tellement massives à Minsk. À Minsk, en fait, elles ont lieu dans les quartiers. Hein, c'est-à-dire que les manifestations pro-gouvernementales, il y en a eu une dans le centre-ville. À part ça, en général, c'est devant des supermarchés, à la sortie du travail, à 17h, 18h. Les gens se rassemblent avec les drapeaux verts et rouges, chantent l'hymne national et appuient le gouvernement. Alors, c'est dans les quartiers périphériques. C'est comme si je disais, les gens se réunissent dans le 19e arrondissement. Et pendant ce temps-là, évidemment, place de la Concorde, vous ne verrez pas de manifestations pro-gouvernementales. Mais vous trouverez des manifestations pro-gouvernementales dans le 19e, dans le 20e, etc. Enfin, l'équivalent du 19e, du 20e de Minsk. Et puis, vous avez beaucoup de manifestations pro-gouvernementales en province. Alors, je ne veux pas dire par là qu'il n'y a pas d'opposition en province. Bien sûr qu'il y a une opposition en province, puisqu'il lui arrive aussi d'organiser des manifestations en province. Mais globalement, on peut dire quand même que l'opposition est concentrée à Minsk et que, grosso modo, la ville de Minsk, c'est 2 millions d'habitants pour un pays de 10 millions d'habitants. Donc c'est 20% de la population, c'est pas négligeable. Donc bien sûr que si vous comptez qu'à Minsk, grosso modo, vous avez 1 million de gens qui sont favorables à l'opposition, ça fait quand même une marge de manœuvre visible et bien sûr conséquente lors des premières manifestations. Alors ça a plutôt tendance à baisser. Pourquoi ça a tendance à baisser, les manifestations de l'opposition? Alors peut-être parce qu'il y a une certaine fatigue, bien sûr, ça c'est compréhensible, mais aussi parce que le pouvoir, alors ce qui avait beaucoup mécontenté beaucoup de gens, indépendamment de leurs opinions politiques, c'est qu'à côté d'une certaine fatigue de la jeunesse, et de la jeunesse en particulier high-tech dont je vous parlais, face à un régime qui reste quand même un régime très paternaliste. Ce qu'il a gardé de l'Union soviétique, c'est la propriété publique, c'est l'aspect social, etc. Et le fonctionnement, évidemment, du régime, c'est évidemment très personnalisé autour d'une personne, Loukachenko, et bien sûr, c'est pas un style de régime qui peut forcément plaire à tout le monde, et en particulier aux jeunes. Hein. Donc ça, c'est un élément réel, et il n'en reste pas moins que la cause de mécontentement, c'était un peu cela, auquel s'est ajouté quand même quelque chose. Et là, pour le moment, il y a des enquêtes, je ne sais pas, je ne vous répondrai pas, mais il y a un fait incontestable, c'est que lors des premières manifestations, il y a eu une répression extrêmement violente qui ne correspondait pas à ce qu'on connaissait en Biélorussie. Alors, les paris, si je peux dire, sont ouverts pour savoir pourquoi cette répression a été tellement violente. Il y a différentes rumeurs qui courent, y compris celles qui disent que justement que des oligarques russes ont payé des chefs de la milice pour être particulièrement violents, pour provoquer un mécontentement dans la population et repousser Loukachenko dans les bras de Poutine, qui, profitant de cette situation, pourrait imposer à la Biélorussie la privatisation au profit des oligarques russes. C'est une interprétation, peut-être un peu complotiste, mais enfin c'est une interprétation parmi d'autres. Je ne sais pas si elle est vraie ou pas. Ce qui compte finalement, c'est que cette interprétation circule dans les rues. Certains soupçonnent cette violence d'avoir été téléguidée par des ennemis du président. D'autres, au contraire, estiment que c'est le président qui est responsable de ces violences. Donc ces violences ont été une des causes de la montée de la manifestation le premier dimanche. Et puis, depuis, les choses ont baissé. Alors, pourquoi est-ce que les choses ont baissé? Peut-être parce qu'il y a une certaine fatigue, peut-être aussi parce que le gouvernement a commencé à utiliser un argumentaire qui porte. La première des choses qui est quand même importante, c'est que partout où il y a eu des débuts de mécontentement qui se manifestaient dans les usines, c'était pas des grèves, mais on voyait quand même qu'un certain nombre d'ouvriers se réunissaient dans la cour de l'usine pour manifester leur mécontentement. Vous avez eu une réaction très rapide du pouvoir qui a envoyé les députés, les ministres, le Premier ministre au charbon discuter directement avec les ouvriers dans les cours des usines. Donc ça, c'est évidemment quelque chose
qu'on peut mesurer. C'est-à-dire un pouvoir qui dit à ses milices, bon, bah, tu vas au charbon, tu vas voir les ouvriers, tu discutes avec eux, sans flics, sans entourage, de façon très... Alors, les discussions étaient vives, mais bon, enfin, si quand même, si c'était une dictature, il serait arrivé avec 50 flics au moins autour. Hein. Je veux dire, même sous nos cieux, nous avons connu mieux, si je puis dire, dans les 2 dernières années. Donc, il n'y a pas de leçon à donner de démocratie et de droits de l'homme systématiquement dans un sens. Mais donc voilà, donc il y a eu ce réflexe de gens de hauts dignitaires qui vont au peuple et qui discutent avec le peuple comme ça, dans la cour de l'usine, de façon informelle, ça a, disons, un peu marqué. Et puis à ça s'est ajouté un deuxième élément que Loukachenko a très bien dit, enfin très bien dit tactiquement, on est d'accord ou pas d'accord, mais enfin, grosso modo, son discours aux ouvriers de l'usine de tracteurs, c'était ça. C'était, bon, vous êtes en train de réfléchir si vous voulez vous mettre en grève. Aujourd'hui, si vous vous mettez en grève, si vous cessez le travail, vous êtes des grévistes. Maintenant, demain, si le régime change, ce sera la privatisation, vous cesserez le travail, mais vous serez des chômeurs. Bon. Donc choisissez entre les deux. Hein. Bon, c'est une façon évidemment de remettre sur le devant de la scène la question économique et la question de la propriété, la question des privatisations. Et sur ce plan-là, évidemment, l'opposition est assez faible, puisque l'opposition est quand même une opposition très pro-libérale, pro-occidentale. Elle ne voulait pas le dire, mais elle est bien obligée de le laisser entendre. S'il y a quelque chose qui en Biélorussie fait consensus, c'est qu'on a vu ce qui s'est passé en Russie après 91, on a vu ce qui s'est passé en Ukraine et même en Pologne et en Lituanie où la situation est peut-être un peu meilleure, mais malgré tout, grosso modo, la masse de la population a bien compris que la privatisation, c'était la fermeture d'un certain nombre d'usines, c'était la fin des lois sociales, et à ce sujet-là, le régime actuel leur apparaît relativement meilleur. Alors je dis relativement meilleur parce qu'il a fait quand même des concessions, il faut quand même le dire, c'est-à-dire que dans les années, au cours de la dernière décennie, sous la pression ou pas sous la pression, enfin le régime a quand même privatisé quelques entreprises, pas beaucoup, mais quand même, et puis surtout il a modifié la loi, c'est-à-dire que les employés des entreprises d'État étaient en CDI. Et la nouvelle loi, ils sont en CDD de 5 ans renouvelables. Donc, effectivement, je dirais, la partie de la population attachée à l'État social en voulait un petit peu quand même à Loukachenko d'avoir mis un peu d'eau capitaliste dans le vin socialiste, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler d'ailleurs. Et donc, effectivement, ça peut expliquer pourquoi il n'avait pas, disons, l'appui aussi fort qu'il avait eu lors de la première décennie de son pouvoir. Donc, il ne s'agit pas d'idéaliser le régime Loukachenko, loin de là, il s'agit évidemment d'essayer d'analyser le plus objectivement possible un régime qui a navigué à vue et qui a effectivement préservé un certain nombre d'acquis sociaux, mais qui en même temps n'est pas un régime socialiste. Il ne faut pas faire de la Biélorussie, quand on dit dernière république soviétique, c'est une façon évidemment imagée de parler, mais dans les faits, c'est pas du tout... la Biélorussie, c'est pas l'Union soviétique. La Biélorussie, elle a gardé un certain nombre d'éléments de l'Union soviétique et en même temps, elle a évolué. D'ailleurs, elle a évolué en bien sur certains points. C'est-à-dire que beaucoup de choses tout à fait négatives existant à l'époque soviétique ont été modifiées en bien, en même temps que d'autres choses qui étaient bien à l'époque soviétique ont été quand même relativement dégradées, mais moins dégradées que dans les pays voisins. Et c'est ça, évidemment, qui est important. Enfin, on s'en rend compte assez bien quand on compare la Russie avec la Biélorussie. Pour les couches populaires, il vaut certainement mieux vivre en Biélorussie qu'en Russie. Pour les couches high-tech, peut-être qu'il vaut mieux être évidemment un hipster en Russie qu'en Biélorussie ou à Varsovie ou à Silicon Valley, si vous voulez. Donc tout dépend évidemment du point de vue, du point de l'appartenance sociale à laquelle on voit, et on le voit très bien dans les manifestations actuelles. Ceux qui manifestent contre le gouvernement, c'est plutôt la jeunesse, classe moyenne supérieure, et ceux qui manifestent pour Loukachenko, c'est les classes populaires. Donc on est toujours dans ce scénario
habituelle, avec évidemment à cela s'ajoutent les deux identités, c'est-à-dire est-ce que la Biélorussie c'est une identité ethnique ou est-ce que c'est une identité territoriale, est-ce que l'histoire de la période soviétique est une histoire glorieuse ou est-ce qu'au contraire l'histoire de la période soviétique c'est une occupation, comme le disent les nationalistes. Et puis évidemment tout cela se joue aussi avec le souvenir de la Seconde Guerre mondiale. D'un côté vous aviez des collaborateurs et puis d'un autre côté vous aviez les partisans. Bien entendu, selon la famille dont on est originaire, on n'a pas forcément le même discours qu'on a entendu dans sa cuisine, mais majoritairement quand même, la Biélorussie était du côté soviétique pendant la guerre. Et donc évidemment, ça joue, et ça explique d'ailleurs pourquoi vous avez très peu dans l'opposition à la différence de ce qui s'est passé en Ukraine, lors du Maïdan, vous avez quand même très peu d'opposants qui oseraient dire ou réhabiliter des symboles de l'époque de la Seconde Guerre mondiale, ce qu'on a eu à Kiev, ce qu'on ne pourrait pas imaginer à Minsk. Enfin, je veux dire, si quelqu'un arrivait en glorifiant ce qui s'est passé en 1942 en Biélorussie, il se ferait lyncher. Hein. Bon, alors qu'à Kiev, il ne se faisait pas forcément lyncher. Enfin, à Kiev, plutôt à Lviv d'ailleurs. Parce qu'à Kiev, c'était pas forcément bien vu, mais c'était plutôt... sauf quand ils étaient nombreux sur le Maïdan, là, ça pouvait passer. Mais s'ils allaient dans les quartiers périphériques de Kiev, ils n'étaient pas forcément bien accueillis. Par contre, à Lviv, Lvov, là, effectivement, le nationalisme fascisant était et est très puissant. Voilà, je sais pas, peut-être que la parole est à la salle, c'est peut-être le mieux. C'est toi qui décides. Oui, non, mais je pense que c'est bien si on discute un peu. Oui, c'est toi qui organise. Très bien. Bon, bah, merci. Merci. Merci pour ce panorama très complet. Alors, je suis chargé de donner la parole. On prend peut-être... tu préfères une question à la fois ou on peut prendre plusieurs questions à la fois, oui, il n'y a pas de problème. Alors, tu veux lancer le débat? Oui. Le rôle de Poutine actuellement, quel est son choix? Qu'est-ce qu'il peut faire? Vaste question. Vaste question. Oui, c'est une bonne question. Il faut effectivement aborder ça. Je ne l'ai pas abordé. Oui. Il y a une chose qui est très intéressante, je vois dans la plupart des pays anciennement socialistes, c'est l'apparition de ces jeunes de la classe moyenne. Alors, de la classe moyenne, d'où sortent-ils? Oui. Voilà. Ça, c'est une chose qui est assez importante. Et on voit que ça se généralise parce qu'en fait, effectivement, ils ont bénéficié de l'organisation, etc. Et ce sont ceux qui sont effectivement, même dans toutes les, d'ailleurs, dans l'ensemble de ce qui est dit de révolution, qu'elle soit arabe ou autre. Alors, Edmond. Oui, juste, c'est vrai qu'on est tous ahuris, si vous voulez, de voir toutes ces révolutions colorées qui réussissent partout. On se demande comment c'est possible, quoi. Enfin, quand on voit ces armées on va dire, de la petite bourgeoisie, etc., voilà, high-tech, etc., et qui réussissent partout. D'un certain point de vue, c'est ahurissant et révoltant et tout ce qu'on veut, mais on est quand même dans l'impuissance. Finalement, on voit ça se défiler sur nos écrans, et puis finalement, on est quand même dans l'impuissance. Je me demandais, parce que là, c'est vrai que ces images que j'ai vues, si vous voulez, alors les manifs, les contre-révolutions colorées, hein, Yougoslavie, Russie évidemment, en 91 et Ukraine dernièrement, mais là j'ai vu quand même les manifestations, si on se balade un peu sur les réseaux sociaux, on voit très bien, comme tu as dit, qu'il y avait de moult manifestations en province surtout, mais extrêmement garnies, extrêmement fournies, et avec des gens vraiment convaincus, quoi. Hein. Et puis on avait effectivement ces guignols avec des roses, et puis qui, je sais pas, enfin bon, voilà, donc, et puis avec des roses et des barres de fer, quand même, hein, parce qu'il y a les deux, quoi, hein, voilà. Donc, il y a d'abord les barres de fer, ensuite les roses. Et après les barres de fer. Et puis les roses ont toujours des piquants. Mais alors, donc la question, c'est, je dirais, parce que, effectivement, on voit, là, à travers ces manifestations, si tu veux, pro-Loukachenko, c'est-à-dire pro-État
la sociale. Oui, de fait. Oui. On a vu que ça marche pas. Quoi. Je veux dire, là, la révolution colorée, pour le moment, a échoué. Quoi. Donc les armées de bobos se sont fracassées sur le social. Pour le moment. Hein, pour le moment. On n'a pas encore terminé. Alors, d'accord. Mais je voudrais savoir, est-ce que pour toi, de quoi ceci, pourquoi pas, pourrait être le signal, sans faire de finalisme particulier, mais disons, effectivement, là, on voit quand même quelque chose d'outrancier, quoi, ces révolutions contre lesquelles on ne pouvait rien, la puissance totale, et là, quand même, malgré tout, il se fracasse, quand même, parce que pour le moment, quand même, ça tient, le régime social, l'état social, malgré tout, 80%, comme tu disais, de l'économie étatisée, etc. Voilà, les gens veulent conserver ça et ils n'écoutent pas à 80% le discours occidental, high-tech, tout ce que tu veux, sociétal et machin. Et donc ça refuse. Et donc ça, c'est quand même, je ne sais pas ce que tu en penses, mais quand même une petite joie quand même, parce qu'on est content de voir ces cons un peu reflués, et puis que les manifestations qui défendent l'intérêt social, prédominent et sont prédominantes. Quoi. Donc voilà. Merci. Bon, moi j'ai une petite question très simple. Est-ce qu'avant le Covid, il y a eu beaucoup d'émigration de ces jeunes high-tech? Je répondrai. Enfin, j'ai pris de note à chaque question, je répondrai dans l'ordre. Hein. Oui. Quelle est la place de l'UE et surtout de l'OTAN? On a vu dans la photo de l'UMA le train de chars en direction de la Pologne. Oui. Les chars états-uniens sont prêts à peut-être faire des choses qu'on n'aimerait pas voir arriver. Quelle est la possibilité de tout cela et quelle est la possibilité pour Loukachenko? Je ne comprends pas pourquoi tu l'appelles Loukachenko, moi c'est moi qui me trompe. Non, c'est du russe. En fait, le O en russe devient A. D'accord, je n'avais pas la possibilité. Donc, puisse réagir éventuellement en cas d'intervention de l'OTAN avec les fameux chars, puisse obtenir l'appui de Poutine pour faire face. Oui. Ça revient à la première question. Ça rejoint un peu cette question sur les États-Unis. Par contre, c'est plus précis sur la position de la bourgeoisie allemande. Parce que quand on connaît le rôle que cette bourgeoisie a joué dans la destruction de la Yougoslavie, quand on connaît le rôle qu'elle joue sur la Pologne, quand elle joue sur l'Ukraine, comment elle joue sur la Crimée, tout ce qu'elle fait pour arracher la Crimée de la Russie, on voudrait savoir bien quel est le jeu objectif, pas seulement des États-Unis, même si c'est les petits chiens des États-Unis, quel jeu veut jouer l'Allemagne de manière autonome vis-à-vis de la Biélorussie, parce que là, il y a un enjeu pour eux, même s'ils ont un passé un peu douloureux. Oui. Merci. Voilà. Oui, pensez-vous que l'élection présidentielle du Neuf-Août, qui a donné M. Loukachenko gagnant avec 80% des voix, a été honnête et transparente, ou qu'au contraire, il a fraudé? Oui, bien sûr, d'accord. Mais donc je vais répondre successivement. Oui, j'ai 7 questions, mais bon, ça va. Oui, alors Poutine, oui, effectivement, j'ai pas abordé cette question. Alors je ne sais pas ce que Poutine pense dans son fort intérieur. Et à la rigueur, peu importe. Poutine est évidemment l'arbitre de la situation en Russie. Alors il faut d'abord, avant d'aborder la situation en Biélorussie, il faut déjà savoir évidemment de façon très schématique, mais néanmoins, quelle est la situation en Russie. C'est-à-dire en fait, Poutine, il est au centre entre deux grands pôles de pouvoir, ce qu'on appelle les ministères économiques et les ministères de force. Alors les ministères de force, ce serait plutôt étatico-patriotiques, appelons-les comme ça. Bon. Et puis les ministères économiques sont très souvent néolibéraux et mondialistes. La présidente de la Banque nationale, Poutine n'a pas osé de la licencier, elle est totalement sur la ligne Wall Street. Donc déjà, le jeu en Russie, il est complexe. Et il est clair que les oligarques qui lorgnent vers les richesses de la Biélorussie aimeraient que le Kremlin soit le relais de cette tendance. La question, c'est de savoir est-ce que tout le monde au Kremlin partage cette ligne ou pas. Bon, ça, je ne sais pas, je ne suis pas devin, mais il y a certainement des arbitrages qui vont se faire qu'il est très difficile de dire. Alors ça, c'est un premier point. En même temps,
Poutine a en charge, je dirais, les intérêts géostratégiques de la Russie. Il est clair que, et ça, même les Allemands l'ont compris, que la Russie ne peut tout simplement pas accepter que des troupes de l'OTAN soient à 500 km de Moscou. Ça, c'est impensable. C'est-à-dire, autant capituler directement. Donc, la Biélorussie ne peut pas adhérer à l'OTAN, c'est clair. Elle ne peut pas basculer dans le camp de l'OTAN. Et ceux qui, à l'ouest, sont pas totalement pris par une espèce de fièvre d'irréalisme, sont obligés de le comprendre. Et en Allemagne, beaucoup ont compris qu'on peut essayer de négocier des choses en Biélorussie, mais que de toute façon, l'intégration militaire de la Biélorussie avec la Russie ne peut pas être mise en question. Ça, c'est la différence. Peut-être qu'ils pourraient en rêver, mais alors il faudrait que la Russie disparaisse. Pour le moment, on en est encore loin. Alors, Loukachenko d'ailleurs l'annonce, il dit de toute façon si la Biélorussie saute, vous aurez une révolution colorée à Moscou demain. Donc Poutine, faites attention. Donc ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que comme ces manifestations là évidemment je parle de ceux qui ont manifesté pas contre le gouvernement, mais pour le gouvernement, ont un volet social très important. La Russie se trouve devant une situation qu'elle est obligée de soutenir l'État biélorussien face à l'Ouest, mais que si elle veut avoir un minimum de base sociale, parce que si vous voulez quand même soutenir un État, il faut un gouvernement de fantoche, c'est pas vraiment l'idéal. Il faut quand même avoir un gouvernement qui a certaines racines dans le pays. Or, en Biélorussie, vous ne trouverez jamais de gouvernement qui pourrait avoir une racine dans le pays si on se met à lancer une politique de néolibéralisme total. C'est-à-dire, on pouvait l'imaginer en 91, mais après 30 ans d'expérience de ce qui s'est passé à l'Est, vous ne trouverez jamais une majorité de gens là-bas qui est prêt à brader l'industrie et à l'ouvrir à tous les vents. Alors, il peut y avoir une frange de la population qui pense dans cette direction, mais pas la majorité. Donc Poutine est sans doute très conscient de cela. C'est-à-dire qu'il sait que s'il veut garder la Biélorussie dans le camp proche de la Russie, il faut quand même qu'il fasse des concessions avec ce que l'opinion publique, certes d'un petit pays, 10 millions par rapport à 140 millions de Russes, c'est pas grand-chose, enfin 10 millions, il faut quand même pouvoir assurer que ces 10 millions, enfin sur ces 10 millions, il faut quand même avoir quelques millions de son côté. Donc ça, c'est la situation devant laquelle il se trouve. Alors comment il va trancher, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il pense dans le fort intérieur? Je sais qu'il n'aime pas du tout Loukachenko et que les dirigeants russes n'aiment pas Loukachenko, justement parce que ça, c'est un des grands handicaps de la Russie, c'est-à-dire que les Russes, là j'entends, indépendamment de leurs opinions politiques, ont énormément de difficultés à ne pas comprendre que les Biélorussiens ne sont pas des Russes. C'est-à-dire qu'ils comprennent que, puisqu'ils parlent russe, puisqu'ils aiment la Russie, puisqu'ils aiment Dostoïevski, puisqu'ils aiment Pouchkine, puisqu'ils aiment la bataille de Stalingrad, c'est qu'ils sont comme nous. Mais non, justement, ils ne sont pas comme nous parce qu'ils trouvent que Pierre le Grand est un tyran, que Catherine II était une dévergondée, que Ivan le Terrible c'était un tortionnaire, etc., et que ça, ils n'en veulent pas. Alors que pour les Russes moyens, bon, ça fait quand même partie de l'épopée nationale. Bon. Donc, il y a Russie et Russie à Minsk, alors que, évidemment, à Moscou, on a une vision de toute l'histoire russe globale. Après tout, le drapeau de la Russie actuelle, c'est le drapeau de la Russie des tsars, et les Russes l'acceptent. Bon. Oui, on leur a forcé la main, mais enfin, je veux dire, globalement, ils l'acceptent. C'est-à-dire que ça n'a pas provoqué le rejet, parce que le drapeau que la Biélorussie a aujourd'hui, le drapeau rouge et vert, il a été voté lors d'un référendum en 1995. J'étais à l'époque à Minsk, et les gens voulaient ce drapeau. Ils ne voulaient pas de l'autre drapeau. Et je sais de quoi je parle, puisque j'étais invité à une conférence à l'université de Minsk par des littéraires biélorussiens nationalistes. Et ils étaient tous en train de dire « Notre peuple est un peuple diabolique, il s'est fait coloniser par les bolcheviks, il vote pour des symboles nationaux qui sont les symboles de l'occupant soviétique, etc. » Donc eux-mêmes reconnaissaient que le vote n'avait pas été falsifié. Donc ils vouaient aux gémonies leur peuple parce que ce peuple voulait ce drapeau. Qui était le drapeau de la Biélorussie soviétique, faucille et marteau, mais étoile rouge conservée quand même dans l'armoirie. Enfin, c'était Les saloperies qu'on voit sur les manifs que font ces fameux hipsters et tout, leur couleur donc. Eux, c'est la couleur du drapeau de l'époque de l'occupation allemande de mars 1918.
Ah oui, non, mais bien sûr, non, mais ce drapeau n'a été officiel en Biélorussie qu'à 3 reprises. De mars 1918 à novembre 1918, de juin 41 à je sais plus quoi, août 44, et en décembre 91, lorsque l'URSS disparaît, jusqu'en 95, lorsqu'il est remplacé par le drapeau actuel, qui a été voté. Lors d'un référendum où là, pour le coup, il n'y a pas du tout de question de falsification. Tout le monde est d'accord que l'immense majorité des Biélorussiens ne voulaient pas de ce drapeau, de celui que vous voyez dans les manifs d'aujourd'hui, dans les manifs d'opposition d'aujourd'hui. Ça, j'étais à l'époque, je vous dis, dans les milieux nationalistes, on entendait des discours sur la nation diabolique qui s'est laissée complètement corrompre par le diable, etc. Bon, ça prouve qu'ils reconnaissaient que le vote avait été pas falsifié, quoi. Donc ça, c'est un premier point. Alors maintenant, ces jeunes, d'où viennent-ils? Alors c'est vrai que c'est la jeunesse qui manifeste, elle vient du peuple comme les autres. Elle a été, je dirais, promue dans le cadre de la formation de ce secteur high-tech, d'ailleurs sous l'égide du gouvernement qui l'a favorisé, et qui a favorisé un des grands copains de Loukachenko, c'est Tchipkalo, qui a créé ce centre high-tech à Minsk, et puis qui s'est querellé avec et qui maintenant finance l'opposition. Donc ce sont des jeunes qui sont, comme on dit, alors on peut être d'accord ou pas, mais enfin l'expression, qui sont très connectés au monde et complètement déconnectés de leur pays. Mais il y a une chose, j'ai discuté il n'y a pas très longtemps avec des diplomates, je vous dirais, d'après donc un ex-ministre des Affaires étrangères. Et actuellement, on peut obtenir une révolution avec quand on voit que Freedom House a dépensé des millions pour donner des portables. Ah oui, bien sûr. Et faire des réunions, organiser des manifs pour faire tomber les gens qui les énervent. Et pour faire tomber... j'ai une amie, il faut faire exploser le monde arabe, et M. de Villepin, 2 ans avant que ce qui se passe en Algérie, m'avait prévenu qu'on allait faire sauter l'Algérie. Vous vous rendez compte, dans le Sahel, au sud de l'Algérie, on a trouvé du cadmium, du lithium, de l'or, on ne va pas laisser ça au Tadjikistan. On va peut-être revenir en Biélorussie. Oui, alors non, mais en Biélorussie, c'est vrai que Poutine sait très bien qu'il a été élu, Loukachenko, avec environ 65% des voix. Oui, c'est ça. Et Poutine n'était pas d'accord parce que depuis longtemps, il lui a dit « tu devrais faire comme moi un Medvedev ». Bon, il faudrait trouver quelqu'un, s'il t'arrive quelque chose, il faudra trouver quelqu'un. Et lui, il a un caractère de cochon. Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ça a été la grande discussion. Oui. Je crois qu'on respecte les règles. Merci. Oui, non, mais ça, j'y arrive. J'y arrive. Alors, non, mais qu'on puisse organiser des manifestations avec Telegram, Instagram, Twitter, etc., c'est incontestable. Qu'il y ait eu des Biélorussiens qui, depuis 15 ans, sont envoyés en stage à Belgrade, chez Haute-Port, etc., tout ça, c'est vrai. Cela étant, évidemment, il faut qu'ils acceptent de le faire, c'est-à-dire qu'ils partagent ces idées. Et la question qui me semble importante, c'est comment se fait-il qu'il y a comme ça une génération qui s'est développée dans ce pays, à l'image de ce qu'on trouve ailleurs dans le monde, et qui finalement n'est pas, disons, fasciné par l'histoire de son pays et qui ne la connaît d'ailleurs pas, qui ne s'y intéresse pas. Alors là, il y a évidemment les lacunes aussi du système d'éducation en Biélorussie, et puis du style de propagande, etc., qui est quand même un peu... les manifestations systématiques lors des fêtes patriotiques avec drapeaux, hymnes, etc., on commence à en avoir assez quelquefois, parce que ça fait un style un peu passéiste. Tout ça doit être pris en compte, mais il n'en reste pas moins que ce milieu existe. Vous avez un milieu, je dirais, mondialisé partout sur la planète, dans tous les pays, et la Biélorussie ne fait pas exception, mais même peut-être qu'en Corée du Nord, on en trouverait aussi, hein, si on veut. Je veux dire, vous avez cette catégorie de la population, elle existe, c'est objectif. Et puis vous avez évidemment ceux qui seraient
sont plus ou moins conscients du fait qu'ils seront laissés sur le bord du chemin en cas de changement de régime social, j'entends, je ne parle pas forcément de régime politique. Alors pour ce qui est... Alors la Biélorussie, elle a des émigrés, mais pas beaucoup. Parce que on a un taux de chômage très faible, donc c'est pas du tout une situation comparable à la Lituanie, à la Pologne, à l'Ukraine, où vous avez des millions. Enfin, les Polonais, par exemple, il y a 4 millions de Polonais qui ont émigré depuis 89. La Lituanie a un taux d'émigration absolument dément, qui fait qu'il y a de moins en moins de jeunes dans ce pays. L'Ukraine, il n'y a qu'à voir aller à l'arrivée des bus qui arrivent d'Ukraine ici à Paris, vous comprendrez que le pays se vide de tous ces jeunes. Donc on n'en est pas là en Biélorussie, parce que pour le moment, il y a du travail. Alors le travail, évidemment, ensuite on peut poser la question, est-ce que les conditions de travail sont bonnes, est-ce que les salaires sont bons, etc. Alors oui, à propos des salaires, on va vous dire, ils gagnent, je ne sais pas, $200 par mois, etc. Sauf qu'on ne vous dit pas qu'ils ne payent pas, pratiquement pas la cantine, qu'ils ne payent pas les logements, qu'ils ne payent pas le transport, qu'ils ne payent pas... Alors bon, on peut être d'accord ou pas d'accord avec ce type d'économie, mais il n'en reste pas moins que le salaire réel, c'est ce que vous avez à la fin du mois, que vous ayez dépensé des roubles ou pas de roubles pour l'avoir, mais vous l'avez. Donc le salaire réel, c'est ça. La mortalité infantile, par exemple, en Biélorussie, est inférieure à celle de la France. Bon, il faut le savoir, c'est quand même un des indicateurs d'un réel niveau de vie d'un pays. Donc, si vous avez la mortalité infantile qui a un bon taux, vous vous dites finalement, c'est pas le Pérou, quoi. Enfin, dans le mauvais sens du terme Pérou, c'est pas la Bolivie, voilà, plutôt. Voilà, donc, oui, alors, moi j'aurais tendance à dire que dans l'Union européenne et en Allemagne, il y a différentes tendances. C'est-à-dire que la bourgeoisie allemande dont vous avez parlé, il y a en fait deux bourgeoisies allemandes. Il y a une bourgeoisie allemande qui a intérêt qui a compris ou qui croit avoir compris que finalement l'avenir c'est la route de la soie, c'est le commerce avec la Russie, c'est le gazoduc Nord Stream, etc., etc. Et puis vous avez une autre bourgeoisie allemande, mais en particulier, moi j'aurais tendance à dire en Allemagne, c'est surtout l'appareil d'État qui est... La RFA a été créée par les Américains, donc je veux dire, c'est une création, c'est objectivement des agents américains qui ont été placés, alors même si c'était des anciens nazis par ailleurs, mais l'un n'empêchant pas l'autre d'ailleurs, la RFA a été créée, c'est une création américaine, donc forcément l'État ouest allemand et par extension l'État allemand est un État qui est pénétré par des agents d'influence américains. Je vous conseille de lire le livre de ce journaliste allemand Ulf Kotte, qui est mort d'une crise cardiaque peu après d'ailleurs, et journaliste acheté, où il vous montre à quel point le système médiatique allemand est totalement gangréné par la CIA. Alors si c'est le système médiatique, vous pouvez supposer que l'appareil d'État et de la haute administration, c'est à peu près la même chose. Donc vous avez cet État allemand-là, et puis vous avez des entrepreneurs allemands qui regardent sur la carte aussi, et qui, dans leur business, parce que finalement la Russie est un pays capitaliste, donc la question du communisme ne se pose plus pour les Allemands. Une coopération avec la Russie, c'est aussi une coopération capitaliste. Donc ça ne pose pas de problème pour un capitaliste allemand de faire du business avec les Russes. Voilà. Alors pour ce qui est des élections, alors évidemment j'étais pas observateur lors des élections, mais les collègues sociologues que j'ai, y compris proches du gouvernement à Minsk, me disent ce que vous avez dit, c'est-à-dire grosso modo 65% des voix pour Loukachenko, 35% des voix pour l'opposition. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'il avait besoin de faire 80% des voix si 65% des voix, c'est tout à fait honorable. La question, c'est de savoir si c'est lui ou pas lui. Parce que lors des précédentes élections, au pluriel, vous avez un phénomène en Biélorussie qui est récurrent, c'est que les chefs locaux veulent montrer aux grands chefs qui tiennent mieux leur quartier, leur ville, leur oblast que le voisin. Donc il faut que je gonfle les chiffres chez moi pour que Loukachenko soit plus satisfait que moi, que le cacique d'à côté. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs en Russie aussi. C'est cette espèce de féodalisme du système électoral qui fait qu'on gonfle les chiffres chez soi pour apparaître mieux que le voisin aux yeux du grand chef.
Ça, c'est quelque chose qui est absolument, à mon avis, suicidaire pour un régime, et stupide, et qui explique évidemment sans doute le décalage entre les 65% réels, et qui sont tout à fait honorables. Enfin, je veux dire, si Macron avait été au premier tour avec 65% des voix, ça aurait un peu plus de look qu'actuellement. Bon, mais on n'avait pas besoin de 80% des voix. Hein, mais il n'a pas eu 80% des voix. Il a eu 65, autour de 65. Voilà. Donc, bien qu'étant gagnant d'une manière honnête et certaine, il a quand même fraudé. C'est pas très crédible. Ah, mais c'est pas dit que... Oui, mais c'est pas lui qui a fraudé le... Oui, je sais, mais toutes les élections en Biélorussie ont fonctionné comme ça depuis les années 90. C'est-à-dire, à chaque fois, vous vous sentez bien, mais en Russie, c'est souvent aussi la même chose. C'est-à-dire que vous sentez bien que le chef local veut bien paraître dans la capitale. Alors là, on revient en arrière très loin dans l'histoire, c'est que avant le régime soviétique, vous avez quand même une très longue histoire de féodalisme. Et vous n'êtes pas passé d'une société féodale à la société capitaliste, vous êtes passé d'une société féodale à la société socialiste. Et le socialisme soviétique, dans sa pratique, je ne parle pas dans sa théorie, je ne parle pas dans les idées qu'avaient les dirigeants soviétiques, surtout les premiers, je dirais la pratique du fonctionnaire russe, c'est une pratique que j'appellerais du socialisme post-féodal. C'est-à-dire, finalement, on a cette espèce d'amour du chef, et puis le directeur du kolkhoz, c'est un bon seigneur. C'est pas le président élu par le peuple du kolkhoz, c'est le bon seigneur qui gère les choses, et puis tu fais ton problème, et puis nous, le 1er mai, on manifeste pour te donner satisfacite, mais le reste du temps, la politique, c'est pas notre affaire, c'est ton affaire. Hein, c'est le grand handicap du système soviétique. C'est la dépolitisation des masses, parce que on voulait un bon seigneur, alors un bon seigneur rouge et plus blanc, mais quand même un bon seigneur. Hein. Et ça, vous le retrouvez dans toute l'Europe de l'Est, hein, en Pologne, en Russie, dans les ex-républiques soviétiques. C'est quelque chose qui... on est passé directement du féodalisme à la modernité, et on a gardé cette espèce de... un bon seigneur. Hein, parce que le féodalisme, c'est quoi ? Grosso modo, c'est un contrat entre un seigneur qui dit à ses paysans je te protège, je te donne à manger, en échange de quoi tu te soumets totalement à ma volonté. Hein, c'est ça le féodalisme. C'est la différence avec l'esclavagisme. L'esclavagisme, t'es une machine qui doit travailler pour moi. Dans le féodalisme, il y a un contrat quand même. C'est-à-dire, moi, je te protège, en échange de quoi tu te soumets. Hein, et quelque part, c'est vrai que beaucoup de secrétaires de partis communistes ont assimilé ça, c'est-à-dire, oui, maintenant c'est des paysans qui gouvernent, mais on va gouverner comme faisait le seigneur avant. C'est ce qui a expliqué évidemment pourquoi la fin de l'URSS a été possible, c'est-à-dire que la masse ne s'est pas mobilisée parce qu'elle était dépolitisée. En quelque sorte, la Biélorussie est dans une situation gramscienne, si je peux dire, à fond renversé, c'est-à-dire c'est le neuf qui essaye de s'imposer au vieux. Le neuf, c'est le régime parlementaire, et le vieux, c'est le régime socialiste. Par certains côtés, oui. Et avec un chef d'État qui est incontestablement paternaliste. Enfin, je veux dire, Loukachenko, c'est pas un dirigeant révolutionnaire, c'est un bon père de famille, entre guillemets. Alors, on a encore 2 questions. Je ne sais pas si on a répondu. Oui, j'ai répondu à peu près, oui. Voilà, alors, une question et ensuite l'autre. Oui. Il y aura déjà une question. Si on associe un peu les RFA aux États-Unis, comment on peut associer l'inverse quand le mur est tombé? Ça, c'est une première chose. Comment quoi? Comment on peut associer l'inverse quand le mur est tombé? On l'associe à quoi? La RFA. C'est arrivé de la RDA, ça commence à taper dans le mur. Donc ça l'écroule, quoi. Oui. Hein, je pense que... Et bon, ma deuxième question, c'est aussi un peu la comparaison que tu as faite par rapport au taux de mortalité des enfants en Biélorussie. Bon, tu soulignais tout à l'heure que la Biélorussie, c'est quand même 10 millions d'habitants, je crois. Hein. Bon, en France, on va pas tarder à arriver à 70 millions. Est-ce que, je ne sais pas si on peut, des fois, comparer par rapport à ça, ou est-ce qu'on prend bien les choses bien dans l'ordre et tout, en fonction du nombre qui sont d'un côté et de l'autre, pour dire qu'il y a moins de mortalité? Non, mais c'est par tête.
C'est-à-dire que le nombre d'enfants, c'est le pourcentage, c'est pas... Comparé par rapport à la France, c'est pour ça que quand j'étais étonné, quand ils sont 10 millions, 67 millions... Non mais il parlait des pourcentages. C'est le taux de mortalité. C'est la proportion. C'est la proportion, voilà, c'est ça. Alors, une autre question. Oui. Merci pour le conférencier. Je voulais souligner d'abord que la partie histoire m'a éclairé sur beaucoup de choses et était bienvenue. J'en redemande d'ailleurs, est-ce que, à travers deux questions, est-ce que la Biélorussie est une exception par rapport à ce que vous avez souligné, son caractère internationaliste? Oui, c'est une exception. Oui. Moins nationaliste que s'il y a des... Et s'il y a des références aussi sur certaines questions qui pourraient aider aussi à poursuivre des études sur la défaite de l'URSS, opposition entre communistes locaux et communistes extérieurs. Alors, je mets des guillemets à votre intervention, mais bon, c'est intéressant. S'il y a des références, parce qu'on ne va pas, sinon la conférence serait complètement détournée de son origine là-dessus. En français, la question par rapport à l'ordre du jour, c'est que, d'abord de mon point de vue, il s'agit d'une contre-révolution. Ce qui se passe en ce moment. Bon. L'histoire n'est pas encore terminée. Hein. L'histoire n'est pas terminée, mais justement, d'abord il y a un premier argument, pour moi en tout cas, c'est qu'il y a une ingérence extérieure évidente. Ah certes. Et d'ailleurs même il n'y a pas eu d'innovation dans les scénarios qu'on nous raconte, dans les séries qu'on nous raconte, c'est toujours contestation des élections, apparition de leaders, évidemment des leaders qui sont soutenus par les ONG, des guillemets partout, et puis demande de l'appel à l'aide internationale. Donc internationaliser un conflit, etc. C'est ce qu'on a vu ailleurs aussi, hein, y compris en Algérie, hein, où cette demande d'internationalisation du conflit s'est faite très mollement, mais elle s'est faite quand même. Hein. Voilà. Mais qui dit contre-révolution, pour une analyse matérialiste, ça nécessiterait aussi d'investiguer, de voir quelle pourrait être la base sociale de cette contre-révolution. Ah oui. Alors vous avez donné quelques éléments, évidemment, les réformes antisociales, ou en tout cas, ce que vous avez dit, Loukachenko, qui a pris des mesures négatives par rapport à l'héritage soviétique. Je rajouterai d'ailleurs entre parenthèses qu'il a aussi relevé l'âge de la retraite. Mais pas vraiment quand même. Oui, enfin par rapport à Poutine, c'est reste quand même très... que vous pouvez vérifier. En tout cas, le PC du Bélarus le mentionne. Le PC OB. Voilà. Pas le PC officiel, le PC dans l'opposition. Dans l'opposition. Oui, c'est ça, parce qu'il y a plusieurs PC. Je ne veux pas vous induire en erreur, mais en tout cas, le PC qui... Et donc, est-ce qu'il y aurait des germes c'est vrai, privatisation, est-ce qu'il y a... une bourgeoisie, une petite bourgeoisie en formation qui pourrait prendre un relais. D'ailleurs, ça va dans le sens de ce que vous avez développé tout à l'heure en disant que ça a moins pris que ce qui a été fait ailleurs. Ça c'est vraiment très, très important. Enfin, une dernière remarque, question. Il apparaît évident que le mouvement ouvrier est faible. Oui. Il n'est pas présent dans les manifestations. Ces revendications, je ne parle pas de sa forme organisée, ce qui aurait été d'un autre niveau de débat et d'échange, mais déjà les revendications elles-mêmes ne sont pas très présentes. Vous avez un petit peu essayé d'en parler, mais est-ce que vous pouvez en dire plus? Et évidemment, on ne peut pas oublier le chapeau général de tout ça, c'est la défaite de l'URSS. On est dans une séquence historique où il y a le recul du mouvement communiste international, et donc y compris dans ces pays-là. Et aller au-delà, ce serait intéressant. Enfin, lié à celle-là, et c'est la dernière, je m'arrêterai là, se pose la question, tout à l'heure quelqu'un en a parlé, il a dit comment ça se fait, toutes ces révolutions colorées, etc., et puis qui réussissent, qui ont réussi, en tout cas certains, j'espère que celle-là va échapper, grâce à l'apprentissage qu'il y a eu à partir de ce qui s'est passé en Russie et dans les autres révolutions colorées. Mais la question se pose, pour les communistes en tout cas, j'en suis, et aussi pour tous les progressistes, c'est finalement comment articuler
s'ils luttent pour la défense de l'État national, parce qu'aujourd'hui, ce qui est en jeu, c'est l'État national, un risque est en question, et défendre en même temps l'État social, c'est-à-dire lutter contre la résurgence ou l'éventuelle résurgence et instauration du capitalisme en Biélorussie. Voilà, merci. Alors, il y avait une question d'Edmond. Oui, non, petite réflexion. En fait, Chavez, en fait, disait en visite à Minsk en 2006, à propos de la Bélarus, du Bélarus, qu'il offrait, alors à l'époque, un modèle de développement social que nous, au Venezuela, donc, n'avons fait que commencer à instaurer chez nous. C'est-à-dire que, effectivement, l'État social intégral qui est en Biélorussie, par exemple, il n'est pas au Venezuela actuellement. Il y a énormément de... Le secteur privé est bien plus important au Venezuela qu'en Biélorussie. Alors, c'est vrai que je remarque, moi, parmi les intellectuels progressistes, je parle pas de libération et machin, mais donc, en fait, je remarque qu'on est très sévère quoi, vis-à-vis de Loukachenko. On lui donne jamais quitus. Quoi. Typiquement, alors là, l'archétype, c'est Mélenchon, quoi, bon, qui va effectivement saluer Maduro, il a tout à fait rien, mais qui là a pris parti contre, dans un tweet... enfin, ignoble, quoi, je veux dire, par rapport donc qui se mettait à la traîne, effectivement, de tous les médias, de tous les impérialistes, de tous les nazis ukrainiens, etc. Voilà. Donc moi, c'est vrai que je remarque que parmi les intellectuels progressistes, il n'y a pas du tout la même réaction par rapport à par exemple, à Chavez que par rapport à Loukachenko, alors que le Chavez lui-même disait qu'il était bien en dessous, si tu veux, de ce que, à l'époque, Loukachenko avait... Alors, il faudrait savoir, je veux dire, qu'est-ce qu'on lui reproche, quoi, je veux dire, parce qu'un État social, 80% de la production reste étatisée, donc les services publics intégral, la retraite à 55 ans pour les femmes, 60 ans pour les hommes, 1% de chômage, pas d'oligarque, un type qui a quand même resté à côté du pot de confiture pendant 25 ans, qui n'a pas trempé les mains dedans, quand même, quoi. Oui. Alors, c'est vrai que ça me paraît disproportionné, si vous voulez, puisque en gros c'est le dernier État social d'Europe, quoi, finalement. L'Islande un petit peu. L'Islande un petit peu, quoi. Mais pourquoi tant d'acrimonie, quoi, par rapport et c'est vrai qu'on est toujours en retrait, quoi, par rapport à Loukachenko. On s'excuse de effectivement prendre position pour lui d'entrée de jeu, alors qu'on ne le fait pas pour Chavez. Et on le fait pas pour alors que Chavez, Maduro se disent eux-mêmes, si tu veux, bien en deçà du truc. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à exhumer, un truc enterré, que finalement, c'est quand même l'État social, quoi. Oui. C'est ça qui est une petite question. Ah oui, d'accord, oui. Alors, j'ajouterais, je ne sais pas si c'est la dernière, mais j'ai une toute petite question. Oui. En sachant que la Biélorussie est très très proche de l'enclave de Kaliningrad. Ah oui. Donc, on a dit que Poutine n'accepterait jamais l'OTAN en Biélorussie. Est-ce que l'Occident accepterait une plus forte union entre la Biélorussie et la Russie, sachant cette proximité territoriale? Oui. Ça recoupe ce que j'avais demandé tout à l'heure. Vous n'avez pas complètement répondu. C'est possible, oui, c'est vrai que j'ai... L'interventionnisme avec les temps sur le train. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas pensé. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, oui, d'accord. Bon, je vais rattraper, je vais rattraper. Ça complète. Je vais me rattraper, oui. Les uns s'imaginent qu'ils pourraient bientôt s'approprier, avec cette magouille, comme ils ont fait la révolution de couleur ailleurs, la Biélorussie. Évidemment, ni Loukachenko ni la Russie ne peuvent le tolérer. Ils envoient les temps en Pologne. Est-il possible qu'on en arrive à cette... Ah oui, maintenant je n'oublierai pas cette fois-ci. Voilà, alors je reprends dans l'ordre des questions. Oui, alors c'est clair que la Biélorussie est une exception en ce qui concerne l'identité. Dans cette région, il n'y a pas, j'ai envie de dire, il n'y a pas photo, c'est la Biélorussie a une identité à 85% de la population non ethnique. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 15%
des Biélorussiens qui se reconnaissent dans l'idée qu'un Biélorusien doit parler biélorussien et appartenir à l'ethnie biélorussienne. 85% considèrent que c'est le territoire sur lequel on est né qui donne le droit d'être un habitant et un citoyen du pays, et c'est rappelé très souvent même si en fait le nombre de entre guillemets minorités nationales est faible dans ce pays, mais c'est très souvent rappelé que la Biélorussie est un pays multinational, multiethnique, multireligieux, multiconfessionnel, multiculturel, etc. Et que c'est le territoire qui est la base de l'identité et non pas l'origine, même la couleur de peau. Par exemple, lors des manifestations que vous avez pour Loukachenko, vous avez eu à la télévision biélorussienne 2 manifestants qui ont été montrés. C'est intéressant. C'est symptomatique de la propagande, mais aussi si vous voulez qu'une propagande marche, c'est qu'il faut qu'elle ait un impact dans le pays. Donc vous avez eu un manifestant à Grodno qui était arménien et qui dit « Moi, je suis un Biélorussien parce que je suis arrivé dans ce pays et tout le monde est à égalité et moi, mon origine arménienne fait que je suis Biélorussien. » Et puis à Gomel, vous avez un Yéménite qui dit « Moi, je suis Biélorussien parce que j'ai fui un pays où il y a eu une révolution colorée. Vous avez vu, ensuite, c'est les bombardiers de l'OTAN qui sont arrivés, etc. Et je veux pas ça dans mon pays, en Biélorussie, parce que je suis biélorussien et que maintenant c'est mon pays, je suis à Gomel, je suis chez moi. » Bon, c'est 2 personnes, mais c'est 2 personnes qui passent à la télé. Donc c'est révélateur de quelque chose qu'on ferait pas ça, on n'imagine pas ça dans les pays voisins. Ça serait contre-productif pour la propagande de celui qui voudrait pardon. On ne ferait pas en France avec les Algériens. Oui, on le prépare même. Bon, mais là, enfin, j'imagine pas ça à Vilnius. Enfin, je veux dire, à Vilnius, n'importe quel homme politique ferait ça, qu'il aurait 0,3% des voix aux élections garanties. Bon, donc c'est pas un argument qui porte, tandis que là, c'est un argument. Les partisans de Loukachenko montrent un Yéménite et un Arménien, en disant il est arménien, mais il est chez nous, il est Zemliak, il est de notre terre, il est de chez nous, il est à nous maintenant. Voilà. Bon, donc, alors, un Arménien post-soviétique, mais le Yéménite, il n'est même pas post-soviétique. Le Yémen ne faisait pas partie de l'Union soviétique. Donc, si un Yéménite vous dit je suis chez moi ici et je défends ce pays parce que c'est devenu mon pays. Pardon ? Ils ne lui ont pas demandé s'il était du Sud ou du Nord, mais enfin, bon. Peu importe, à la rigueur. Donc ça, c'est un point intéressant. Alors évidemment, bien sûr que dans les événements actuels, il y a une ingérence extérieure, c'est clair et c'est même revendiqué, puisque on n'a qu'à regarder, cliquer sur NED, sur Marshall Fund, sur Freedom House, et on voit tout ce qui a été dépensé en Biélorussie. En même temps, vous avez aussi beaucoup d'argent qui est arrivé de l'Est, c'est-à-dire de Russie. C'est-à-dire des oligarques russes qui ont aussi financé. Donc vous avez une double ingérence. C'est ça qui fait évidemment la différence avec ce qu'on a eu les autres révolutions colorées. C'est-à-dire qu'on a aussi une ingérence russe. Et la question, alors russe, qui n'est pas forcément de Poutine, j'entends. Par exemple Mazepin, l'oligarque dont je vous parle, c'est lui qui a donné son argent parce qu'il a intérêt à vouloir prendre Soligorsk, donc l'usine d'engrais azoté de son pays d'origine. Ou qu'il aimerait bien, si je peux dire entre guillemets récupérer. Alors, dans tout, vous remarquez quand même qu'il y a une chose qui est très différente avec les autres manifestations Révolution colorée d'Europe, d'Europe orientale, c'est que vous n'avez pas un seul drapeau de l'Union européenne, à la différence de ce qu'on avait à Kiev. Vous n'avez qu'un seul drapeau. C'est le drapeau blanc, rouge-blanc. Vous ne trouvez pas le drapeau de l'Union européenne, vous ne trouvez pas le drapeau des formations pro-ceci ou pro-cela de la Seconde Guerre mondiale ou de la Première Guerre mondiale. Vous n'avez pas ça. Et c'est tout à fait révélateur. C'est-à-dire que si on voyait ces drapeaux apparaître, la manifestation ne ferait pas 10 000 personnes, elle ferait 100 personnes. Donc là, sur ce plan-là, les organisateurs des manifestations sont très conscients. C'est aussi pour ça qu'ils n'ont pas du tout abordé la question économique et sociale.
Privatisation, pas de privatisation, il ne faut pas aborder ce sujet parce que ça ne serait pas à leur avantage. Donc ça, c'est un point important. Alors, pour ce qui est des ouvriers en Biélorussie, donc c'est encore un pays très ouvrier puisqu'il n'a pas été désindustrialisé et délocalisé, comme le nôtre. Donc ça, c'est évidemment très important. En plus, j'ai pas parlé de ce facteur-là, mais il ne faut pas le nier du tout. La Chine investit beaucoup en Biélorussie. Et la Biélorussie est sa porte d'entrée vers l'Europe occidentale. Et il est clair que les rapports avec la Chine sont très étroits et très anciens depuis l'indépendance, depuis 91, même avant l'arrivée de Loukachenko. Quand j'étais en 93, en Biélorussie, donc avant, on voyait des délégations biélorussiennes aller en Chine, au Vietnam, en Iran. Donc ça ne date pas de Loukachenko, c'est plus ancien. Et c'est quand même révélateur de quelque chose, c'est-à-dire les pays quelque part indépendants par rapport à l'Ouest sont relativement bien vus là-bas. Je souligne une chose, que la Biélorussie est le seul État européen qui fait partie aujourd'hui du mouvement des États non alignés. Puisque malheureusement la Yougoslavie a disparu et qu'elle n'en fait plus partie, donc c'est le flambeau titiste a été repris par Loukachenko, si je peux dire, sur le sol européen. Ça, c'est peut-être symbolique, mais ça veut dire quelque chose. On n'adhère pas au mouvement des États non alignés dans les années 2000 sur un coup de tête pour rien, sans raison. C'est ce que je voulais dire depuis tout à l'heure, le fait qu'il y ait l'internationalisme. Et quelque chose de fondamental que vous venez de dire, c'est le problème de la territorialité. Oui. Je pense que c'est ça. Je pensais la troisième fois, je vous remercie, parce qu'il y a les non-alignés. Ah oui, mais c'est tout. Oui, non, mais c'est vrai. Alors maintenant, Chavez, Loukachenko, bon. On peut dire une chose, évidemment, on a parlé des élections en Biélorussie, c'est vrai que le système électoral vénézuélien est quand même beaucoup plus ouvert. Disons que pour une jeunesse qui est attachée à un régime où, disons, la figure tutélaire du père n'est pas forcément toujours systématiquement bien vue, Chavez, oui, il y avait un côté un peu paternel, mais c'était un père qui n'arrivait pas d'en haut, qui arrivait d'en bas. Loukachenko apparaît quand même comme un père un peu dans le sens traditionnel du terme. Donc il y a cet aspect-là. Incontestablement, la Biélorussie est beaucoup plus sociale, mais elle est moins, elle est plus, le pouvoir personnel y est plus affirmé. Donc cet aspect peut jouer en défaveur de ce régime. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand j'étais en Biélorussie la dernière fois, non pas la dernière fois, l'avant-dernière fois, Chavez venait de passer là-bas. Et donc la langue espagnole était introduite à partir de ce moment-là à l'école comme langue étrangère au même titre que l'anglais, ce qui est aussi révélateur de quelque chose. À la suite de la visite de Chavez, l'espagnol avait été rehaussé. Il était quand même peu enseigné dans l'Union soviétique, et il était beaucoup plus depuis Chavez en Biélorussie. Mais ce qui est intéressant, c'est de noter que Chavez a dit effectivement que la Biélorussie était un modèle. Et la réponse de Loukachenko, c'est « nous ne voulons pas être un modèle. Nous sommes pragmatiques ». Et ça, alors est-ce que c'est une force ou une faiblesse ? Je ne sais pas. Mais il est clair que le régime biélorussien a hésité à théoriser son fonctionnement. Et ce n'est pas forcément une décision particulièrement judicieuse avec le recul. D'ailleurs, ça se voit, puisque si vous regardez l'interview qu'il vient de donner à la télévision russe pour préparer son voyage à Moscou, je vous conseille de le lire. Alors bon, la question c'est, vous allez me dire, je ne connaissais pas le russe, mais vous mettez Belta English et vous aurez le résumé de son interview en anglais. Vous n'aurez pas tout, mais enfin vous en aurez quand même beaucoup. Il n'y a pas de Belta French, c'est un français, bon, malheureusement. Il y a Belta English, mais il n'y a pas Belta français. Bon. Pardon ? Ils n'ont pas repris la Russie à tout année, non ? Non, mais oui, non, ils ne vont pas jusque-là. Mais donc, cette interview, c'est intéressant parce que là, on voit... alors, je ne sais pas si c'est par dépit ou par stratégie, Loukachenko reprend... Alors là, pour le coup, il reprend un langage soviétique assumé.
en disant nous avons permis la naissance en Biélorussie d'une bourgeoisie qui essaie de prendre le pouvoir. Bourgeoisie, le mot bourgeoisie apparaît pour la première fois dans son intervention, et plusieurs fois il cite Lénine, ce qu'il ne faisait jamais. Alors là, pourquoi je me pose la question, est-ce qu'il le fait parce que il se dit ça va plaire à une partie de la population dont j'ai besoin et qui a été un peu déçue par moi à cause de ses aléas sur la politique sociale? C'est une possibilité. L'autre possibilité, l'un n'excluant pas l'autre, c'est aussi que ça augmente ses chances de négociation avec Moscou. C'est-à-dire, en quelque sorte, il dit à Poutine de toute façon, si tu veux que je sois dans ton camp, il faut que tu saches que ma population est beaucoup plus soviétique que la tienne. Donc ne me demande pas de privatiser. Grosso modo, ça peut être hypothèse, pure hypothèse. Je ne suis pas dans les petits papiers de Loukachenko, je ne sais pas, mais je pense que ces deux hypothèses peuvent jouer. Le fait est qu'il a tenu à la télévision russe un discours très soviétique, qu'il ne tenait pas de façon aussi claire depuis 4 ou 5 ans. Même pas du tout. Alors, il y aurait une dernière question qui a été demandée, juste une seconde après. Justement, pourquoi justement il a cédé ces derniers temps en faisant le CDD, en changeant de CDI en CDD? Quelles sont les pressions? Je pense qu'il subit beaucoup de pressions internationales, bancaires et autres, et qu'il a cherché à naviguer entre l'Est et l'Ouest, ce que la Russie lui a d'ailleurs reproché, et qu'il a... Je pense qu'il a essayé d'être malin, mais que finalement, ça s'est un peu retourné contre lui. C'est pas une question aussi d'efficacité, de productivité, tout ça, non? Écoutez, il y a des entreprises d'État qui ne sont pas très rentables en Biélorussie, mais il a des entreprises qui sont tout à fait compétitives sur le marché international, qui sont, il a le monopole de la vente des tracteurs à l'échelle de toute l'ex-URSS. Bon, c'est quand même pas mal. Et je voulais vous poser une deuxième question. En fait, que dans l'humanité, ils disent à 80% ce que vous dites, mais ce qui est très étrange, c'est qu'ils le disent pas du tout avec le même relief. Ah, ben oui, évidemment. Ça peut arriver. Non, mais je sais pas si Oui, ça m'arrive, enfin bon. Quelquefois, c'est un peu décevant. La patte très, alors ils le disent, si ça passe de l'autre côté, c'est le capitalisme qui va. Ah oui, mais c'est ça aussi. Bon, c'est le discours Nini. C'est le discours Nini. Il y a Vadim Kamenka. Oui, je sais. Oui, je sais. Non, mais je sais. Oui. On a les deux dernières questions, je crois. Après, on lève la séance. Oui. Donc, la dame et ensuite. Oui, en fait, je m'inquiète beaucoup parce que, bon, on sait que Merkel, il est rentré au pouvoir par une trahison, c'est-à-dire qu'elle a dénoncé les communistes, etc. Et que. Je ne sais pas pourquoi ici on parle des révolutions colorées, comme disait monsieur de l'Algérie, je crois. C'est des contre-révolutions colorées. Ah oui, non. Et il faut qu'on ne prenne pas le même vocabulaire que la pensée dominante. Et ensuite, l'Union européenne, c'est un ennemi mortel de la Biélorussie parce qu'elle veut prendre les marchés comme ici, elle veut prendre les rails, les hôpitaux, les postes, les services publics. Comme disait Édition Delgar, actuellement, en fait, 80% de l'industrie, 80% elle est publique. Pour les capitalismes, c'est intolérable. Ah oui, en fait, le prétexte, c'est l'alternance démocratique entre gauche et droite, entre guillemets, de la bourgeoisie. Parce que aux États-Unis, c'est la gauche, entre guillemets, parce que c'est les assassins, les droites de la bourgeoisie. En France, c'est pareil. La social-démocratie, c'est la gauche de la bourgeoisie. Et, ben oui, vous faites les privatisations continues, et voilà. Les lois antidémocratiques, du point de vue du peuple, sont affirmées, comme avec Hollande, etc. Donc, cette alternance, il s'appelle démocratie, mais c'est la démocratie bourgeoise. Il faut qu'on change de contexte. On parle de démocratie socialiste. Une démocratie dans laquelle il y a un problème
c'est sûr, il y a la dépolitisation, comme il doit en avoir à Cuba maintenant. Mais justement, ça c'est le point qu'il faut travailler. Mais il faut le culte de la personnalité, il faut un seul homme, il ne peut pas avoir de pluralisme. Ah, excusez-moi, ça c'est une discussion qu'on doit avoir théoriquement, mais pas dans les métaphysiques des nuages et des éthérés. Il faut qu'on analyse concrètement cette alternance n'est pas possible dans le socialisme tant qu'on n'a pas vaincu la résistance internationale de la bourgeoisie. Qu'il y ait un leader, celui-là, ou un autre. Bon, Fidel, c'était la merveille du monde, mais on ne peut pas toujours avoir la merveille du monde. Mais quand même, je veux dire qu'un discours qui est long de 4 heures, comme il fait Maduro maintenant, à l'imitation un peu de Fidel, c'est nécessaire, parce qu'il n'y a pas de politisation. Donc on arrête que si les votes est juste, que si les votes, on s'en fout. S'il y a eu fraude, on s'en fout. Ce qui m'intéresse, bah oui, il faut être clair. Qu'est-ce qu'on veut? On veut que le peuple ait accès à la vraie démocratie sociale, ou on veut un simulacre de démocratie. Merci. Oui. Merci. Alors, une dernière intervention. Eh ben, Oui. Bon, allez, je termine rapidement. Voilà. Est-ce qu'il y a justement des liens avec Cuba? Oui, non, de toute façon, la Biélorussie a des liens avec tous les pays qui, d'une façon ou d'une autre, sont non alignés. C'est-à-dire Cuba, le Venezuela, la Chine, l'Iran, la Russie, la Serbie, jusqu'à récemment, parce que là, c'est en train de basculer. Il avait des liens avec la Libye de Kadhafi, évidemment, ensuite, ça s'est mal passé. La Syrie, actuelle. Donc, dès qu'un pays est mal vu à l'Ouest, il a des bons rapports, en général. Donc ça, c'est pour résumer, mais bon, c'est ce qui n'empêche pas d'avoir aussi des rapports avec différents États occidentaux de différents types, hein, mais c'est très vrai. Oui, alors, il y a quand même un problème quand je parle de dépolitisation, c'est que comme il ne voulait pas de modèle, il n'a pas voulu de parti politique. C'est-à-dire, il a des partis politiques en Biélorussie qui le soutiennent, mais il n'y a pas un parti qui est derrière lui. Il l'a refusé, un parti, et quelque part, là maintenant, il se retrouve dans une situation difficile, c'est-à-dire qu'il n'a pas de troupes à mobiliser. Il a fallu que ce soit les députés qui aillent dans les circonscriptions pour essayer de mobiliser la population, parce qu'il n'y avait pas d'organisation de base qui pouvait le faire. Et ça, c'est la faiblesse de ce régime, c'est qu'il a géré le pays, entre guillemets, comme un bon père de famille, mais pas comme un leader politique. Et ça, maintenant, je pense qu'il s'est rendu compte de ça, mais c'est peut-être un peu tard, quand même. Oui, aussi, bien sûr. Bah oui, ça va avec. Je connais pas tout, mais effectivement, il y a des conjonctions qui peuvent laisser supposer un certain nombre de choses. Enfin, de toute façon, il est clair que le camp... disons, non américain, perd la dynamique depuis 2 ans. Donc, bien sûr, il est logique qu'il essaie de contre-attaquer. Je veux dire, ça, c'est dans la logique des rapports de force internationaux. Voilà. Bon, donc, chacun prend les moyens qu'il peut. Et comme aujourd'hui, le bateau prend l'eau, l'économie prend l'eau, on essaie d'attaquer sur d'autres domaines. Hein. Voilà, alors effectivement, vous avez eu les opérations militaires lituano-polono-américaines, mais vous avez eu immédiatement des exercices militaires dans la région de Grodno, c'est-à-dire justement dans la même région, juste en face, et pour montrer que de toute façon, il était hors de question que qui que ce soit pénètre sur le territoire. Mais ça, je pense que c'est le jeu habituel, c'est-à-dire chacun montre ses muscles, et puis on sait très bien qu'on ne va pas traverser la frontière de l'autre parce que ce serait trop dangereux, et que effectivement la Biélorussie aussi est la voie d'accès vers Kaliningrad, auquel la Russie n'est pas prête à renoncer. Voilà. Merci. Je crois que Michel, tu vas faire la conclusion ? Oui, non, je ne vais pas faire de conclusion. Je pense que... Pas la conclusion de la séance. Non, pas la conclusion du congrès. Non, mais je pense que l'exposé de Bruno et le débat qui a suivi ont montré que, d'abord, il y a beaucoup d'intérêt autour de toutes ces questions et qu'on a besoin, je crois, de mieux comprendre ce qui se passe pour mieux, évidemment... mener une action politique en général ou une action sociale, mais
moi, j'ai appris beaucoup de choses. On en avait discuté un petit peu avant avec Bruno. Il me semble qu'il faut qu'on continue autour de nous ce débat parce que y a tellement d'évidences qui sont avancées. On a fini par ce gars-là, ce russe, là, je vais oublier le nom, mais qui n'a aucune importance. C'est Navalny. Navalny, voilà. Qui est je veux dire, il a écrit des trucs, je m'excuse, mais ça relève plus du néofascisme que de la démocratie. Hein. Bon, voilà. Même avec quelques relents d'antisémitisme par-ci par-là. Bon, mais non, mais attends, c'est moi qui parle, Anne-Marie. Bon, Anne-Marie, je t'ai pas interrompu, tu me laisses finir. Bon. Voilà. Donc je crois qu'il faut qu'on continue ce débat. C'est le rôle un petit peu quand même que joue le Cercle universitaire d'études marxistes. Remercier encore Bruno, j'espère qu'il reviendra et on verra si c'était trompé ou pas. Parce que voilà. Pour le moment, j'ai pas fait de pari, j'ai pas dit que le régime allait tenir ou être renversé. Je vous remercie pour d'abord être venus aussi nombreux, hein, parce que c'était pas évident dans les conditions qui nous sont imposées de l'extérieur, je dirais. Et puis parce que la salle est, comme je vous l'ai dit, quand même un peu moins universitairement prestigieuse, mais en termes de souffle de classe peut-être un peu meilleur. Donc ça devrait nous faire du bien. Je vous rappelle que la prochaine conférence aura lieu ici. Ça sera le 1er octobre, toujours à 17h45. C'est Pierre Stamboul, que beaucoup connaissent certainement, et qui s'appelle Proche-Orient, la paix est-elle encore possible? Et on va être en pleine actualité. Ce que je vous demande, c'est vraiment de venir nombreux, pas armés, c'est pas la peine. Mais plus on sera nombreux, plus on évitera d'éventuels emmerdeurs classiques dans ce genre de débat. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas débattre, hein, c'est pas ça la question. Oui, le débat, oui, mais pas le pas musclé. Ici, je rappelle quand même que lorsque le conseil d'administration de l'université Pierre et Marie Curie avait voté la suspension de ses relations avec le système universitaire israélien, on a eu droit quand même à quelques manifestations musclées et une mobilisation, je dirais, politicienne qui a été retentissante, si bien d'ailleurs que le conseil d'administration d'après a voté dans l'autre sens. Alors voilà, c'est parce qu'on a fait venir le banc et l'arrière-banc de ceux qui ne participent jamais au conseil d'administration. Voilà. Donc, soyons le plus nombreux possible pour un débat serein. En tous les cas, merci Bruno. Merci beaucoup. Et à bientôt. À bientôt.